y a la pluie qui va commencer. L'affaire fait grand remous au Cameroun depuis la saisie. Bonjour, c'est Joachim Noah. Écoutez Radio Sinatou. Merci. La presse camerounaise a son club. Sa presse, le forum radiophonique du sud-est. Sa presse, pouvoir à la libre pensée, journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la société sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec sa presse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Je suis Guido Seba, tous les dimanches, j'écoute sa presse. Bonjour, là je suis Cotintam, je crois que vous connaissez l'artiste musicien. Je vous conseille, j'ai écouté Radio Centrou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila. Écoutez Radio Sinatou. Je suis Guido Seba et j'écoute Radio Sinatou. Bonjour, c'est Joachim Noah. Écoutez Radio Sinatou. Merci. La presse camerounaise a son club. Sa presse, le forum radiophonique du sud-est. Dit-on pas faut laisser parler les gens. Sa presse, pouvoir à la libre pensée, journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de la
Je prends le cas de ton frère, entre guillemets. Je lui fais même un petit trait d'union entre comme les frères. Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapresse sur RTS. Bonjour à tous, chers auditeurs, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de Zapresse, dernière sortie de ce mois de juin 2021. Dans un instant, le sommaire de cette édition. L'affaire fait grand bruit au Cameroun depuis le 16 juin dernier. Elle met en scène 2 adultes et une adolescente dans les actes débats sexuels filmés et publiés sur les réseaux sociaux. On parle désormais au Cameroun de l'affaire Malika, du nom de cette jeune fille de 18 ans selon l'âge donné par le gouvernement camerounais, dont les photos inondent la toile ces dernières semaines. Si c'est lui que l'on présente comme étant le principal bourreau de cette jeune fille a présenté ses excuses à la famille, à la victime et à sa famille, le gouvernement camerounais de son côté a saisi le prétexte pour dénoncer ce qu'il qualifie d'exploitation sexuelle des enfants, adolescentes et adolescents et la publication de leurs images sur les réseaux sociaux. Marie-Thérèse Abenandoua, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, était face à la presse le 23 juin dernier. Elle a mis en garde ces adultes qui profitent de la naïveté des enfants pour les exploiter sexuellement et par la même occasion rassurer les familles qu'elles peuvent compter sur le gouvernement camerounais. Prenant pour prétexte ce scandale qui n'est d'ailleurs pas le premier au Cameroun, comment comprendre cet excès d'appétit sexuel des adultes à l'endroit des enfants? Quelle est la responsabilité des familles, la société civile, les leaders religieux? Quelle est la responsabilité du gouvernement camerounais qui, souvenez-vous, le 19 novembre 2013, lançait en grande pompe ici même à Yaoundé une vaste campagne contre l'indécence vestimentaire. L'objectif de cette campagne, disait le gouvernement, était d'amener les jeunes filles à s'habiller décemment pour éviter d'être happés par les renards de surface. L'exploitation sexuelle des enfants et adolescentes au Cameroun, autopsie d'un scandale, c'est le sujet central de cette édition de Zapresse. Mais à l'entame de cette édition de Zapresse, c'est aussi une autre actualité. Nous dirons un mot sur l'escalade de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec l'assassinat il y a quelques jours seulement de 5 autres soldats camerounais et l'enlèvement de 6 délégués départementaux dans ces 2 régions du Cameroun. L'un d'eux a d'ailleurs été tué et décapité par les ravisseurs et les 5 autres sont toujours en captivité. Pour en parler donc justement ce dimanche, nous recevons Abel Fou, il est sociologue. Nous recevons également sur ce plateau Stone Mamou, il est psychologue, enseignant de psychologie à l'université de Yaoundé, 1. Cyril Roland de Béchon, directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme, une ONG qui fait dans la défense des droits de l'homme au Cameroun. Et Jean-Baptiste Atemungue, il est membre de la comité central, sous-commission communication du RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun. Zapresse, mise en onde et réalisation, Billy Sonia Tedjou, régie d'antenne, Rigobert Dassi, présentation de cette édition, Jean-Charles Guillaume est là. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus. C'est parti. Alors, nous recevons déjà certains de nos invités qui sont avec nous. Ici, on va accorder la priorité aux dames. Cyril Roland Béchon, bonjour.
Bonjour, monsieur Bioela. Bonjour à tous les auditeurs de la presse. Alors, je l'ai dit, vous êtes la directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme, une ONG qui fait dans la défense, que nous présente d'ailleurs plus, la défense des droits de l'homme au Cameroun. Soyez donc les bienvenus. Merci. Stone Bamou, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes enseignant de psychologie à l'université de Yaoundé 1, c'est bien cela? Oui, c'est vrai, enseignant vacataire. Enseignant vacataire à l'université de... Avec en tout cas la confirmation, on va peut-être arriver d'un moment à l'autre. Soyez les bienvenus à Zapresse. Alors, nous allons commencer cette édition de Zapresse, comme je l'ai annoncé, avec la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, puisque on l'a tous suivi la semaine dernière. Il y a eu plusieurs soldats, 5 précisément, soldats camerounais qui ont trouvé la mort à la suite des accrochages avec les séparatistes. Mais on assiste ces derniers temps, je vais dire, à une sorte de serpent de mer, quand on croit que la situation est en train de s'apaiser et peut-être qu'on tend vers le bout du tunnel. Alors on replonge, je vais dire, dans le sang, comme c'est le cas actuellement. Alors, comme c'est le cas actuellement au Cameroun, nous voyons le cas de la semaine dernière, avec ces 5 soldats qui ont été tués. Comment comprendre, par exemple, peut-être d'abord à vous, Stone? La vérité, c'est que on n'a aucun pays au monde où la guerre a commencé et est terminée complètement. C'est impossible. Et la spécificité de cette guerre au Cameroun, c'est que ce n'est pas une guerre conventionnelle, où on a 2 blocs qui s'affrontent. Ce n'est pas une guerre conventionnelle avec les normes. Oui. Les normes sont a priori d'un côté, du côté de l'armée, où si on a des éléments identifiables et identifiés, donc s'ils posent un acte, on va facilement les repérer, on va facilement les sanctionner, comme on a eu à faire d'ailleurs avec certains des éléments de force de défense. Mais oui, mais en face, ce sont des personnes non identifiées, même presque non identifiables. Parce que quand on arrête un séparatiste, on va seulement dire c'est qui. Et là, il va dire ce qu'il est. Ou bien, au pire des cas, on peut se référer à une carte qu'il a sur lui. Mais en grande majorité, ils n'ont pas ces cartes-là. Donc ça veut dire, même quand on dit que c'est X, on doute très fort parce qu'il peut donner le nom de quelqu'un d'autre. Ça peut ne pas être même un Camerounais, mais on ne pourra pas savoir, on ne peut pas avoir tous les éléments. Donc ça fait que dans des guerres de ce genre, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui sont de nature ou bien de trait de psychopathie et d'autres types de perversion s'introduisent là-dedans, pas avec l'objectif de gagner la guerre, mais avec l'objectif de faire perdurer cela, parce qu'ils éprouvent du plaisir à faire souffrir les autres, parce qu'ils éprouvent du plaisir à faire du mal, parce qu'ils éprouvent du plaisir à mener ce combat. Donc leur objectif... Peut-être parce qu'ils gagnent aussi, ils ont peut-être un intérêt, ils ont un intérêt peut-être idéologique derrière. Oui, l'intérêt idéologique, c'est aussi un facteur. Mais l'intérêt idéologique, en fait, celui qui est là uniquement pour l'intérêt idéologique est mieux placé pour le dialogue. Oui. Donc, vous voulez dire que ceux qui sont au front maintenant, en tout cas parlant des séparatistes, ils sont plus là pour l'intérêt pécuniaire, certainement. Beaucoup de gens sont là pour des intérêts personnels. Les intérêts de ceux qui sont là pour les intérêts idéologiques sont mieux, comme je le dis, sont mieux disposés pour le dialogue. Parce que celui qui veut, qui a ne serait-ce qu'une petite dimension humaniste en lui, ne peut pas courir le risque de faire tomber les gens tous les jours, que ce soit de son côté, que ce soit du côté de l'armée. Quelqu'un qui est à la base humaniste, qui veut le progrès d'une zone, de sa zone, a tendance à protéger les siens d'abord. Or, nous avons là beaucoup de gens qui ressemblent aux mercenaires. Hein. Oui, justement, parce que le mercenaire s'en fout. Généralement, ce sont des gens qui même quand ils ont des enfants ou des familles, ils s'en foutent de ces familles-là. C'est pour ça que les gens vont se mettre à faire n'importe quoi. De l'autre côté, on ne dit pas, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de reproche à faire du côté de l'armée. Il y a des deux côtés, on a des pervers des deux côtés. On a des éléments de force de défense qui sont aussi là, pas forcément parce qu'ils veulent
mettre de la paix quelque part, ils veulent assurer la paix quelque part, mais beaucoup sont là avec leurs problèmes personnels, leurs pathologies personnelles, et ils sont là pour exprimer en fait leur libido. D'accord, c'est compris. Cyril Roland Besson, peut-être aussi sur la même question, on a comme l'impression qu'il y a peut-être 1 ou 2 mois aujourd'hui, pas que la situation s'apaisait totalement, mais on a eu l'impression comme s'il y avait une sorte d'accalmie, mais là on est en train de rebondir, la courbe est en train de monter déjà, 5 militaires, en fait 5 soldats tués et également 6 délégués départementaux enlevés, dont un a été assassiné, décapité. Oui, c'est dommage. Permettez-moi de m'incliner déjà devant ces mots de trop, parce que quand vous parlez de la situation qui s'est calmée, peut-être c'est vous qui avez vu la situation se calmer. Nous, on a passé le temps à dire que la situation n'était pas gaie du tout, et puis il y en a même qui ont estimé que nous étions des oiseaux de mauvaise augure. Non, une guerre ne se résout pas parce que le temps est passé, n'est-ce pas? Pour nous, un conflit se résout parce que des mesures ont été prises pour que les sources du conflit soient vidées, pour que le contentieux, le mécontentement soit vidé. Ce n'est pas parce que le temps est passé, n'est-ce pas? Et je crois que tout le monde, beaucoup d'acteurs au Cameroun ont misé là-dessus, sur le fait qu'avec le temps, et malheureusement, on n'a pas cessé de tirer le signal d'alerte pour dire que ce n'était pas possible, étant donné déjà les intérêts qui étaient en jeu. Et comme le prédécesseur l'a dit, les pathologies et la psychologie des uns et des autres, et même l'industrie de la guerre, qui s'est déjà, dont les machines sont déjà assez enrouées. Il était difficile, il était difficile de croire qu'avec simplement le temps, n'est-ce pas, cette guerre, elle va s'achever. Donc pour nous, c'est l'occasion de rappeler une fois de plus qu'il y a des gens, il y a des Camerounais qui sont dans la brousse, il y a des bandes, des groupes armés qui sont multiples et multiformes dans les régions du Nozo, qui terrorisent les populations, qui s'attaquent aux militaires, aux édifices publics, aux édifices militaires, qui font de la propagande, qui ne manquent pas, parce que hier encore, vous parlez de ces morts, mais hier, nous, on a eu des informations, on a eu des images qu'on essaie de corroborer d'un imam qui a été aussi tué et décapité. On essaie de recouper, de voir, parce qu'on a des images d'une tête, des bras, on n'arrive pas à savoir exactement. Vous voyez, c'est ces atrocités, cette forme-là qui, vous voyez, la pratique consiste à s'aimer la peur, à s'aimer la terreur, n'est-ce pas, au sein des populations. Ça, c'est pour faire pénétrer l'idéologie au sein de la communauté. Justement, pour démontrer que pendant que vous voulez aller à la vie normale, on vous fait suffisamment peur, on institue un climat de terreur pour ramener les gens, pour s'aimer effectivement la terreur, et que chacun n'a qu'à rester, vous voyez, à la maison, ou alors à respecter ce que ils disent. Quand ils enlèvent les gens, ils torturent, ils kidnappent, ils demandent des rançons, c'est pour montrer qu'on ne joue pas. Quand on tue, quand on a un ultimatum et on tue par la suite, c'est pour montrer aux autres qu'effectivement on n'est pas en train de jouer. Donc, et ce conflit a pris cette tenue depuis bien longtemps déjà. Ça fait pratiquement déjà 1 an après l'assassinat de Blanche Toumassa, qu'on voit que cette façon-là de tuer, avec une certaine manière de tuer, de faire une mise en scène, de filmer, de photographier, sur les réseaux ça sociaux. a pris cette tournure depuis ce bon Cyril, est-ce que le problème, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, que vous décrivez depuis peut-être 1 an aujourd'hui, est-ce que c'est la conséquence de quoi? D'un mauvais diagnostic du problème dès la base, peut-être que par les pouvoirs publics, ou alors le mauvais traitement de ce problème-là? C'est quoi? C'est l'absence de traitement du problème à la base. Je viens de le dire. Et le fait de jouer sur un certain attentisme, n'est-ce pas? Ce fait que, parce qu'il y a 2 choses. Il y a la première chose, c'est que les problèmes de fond n'ont pas été résolus. Il y a eu un grand dialogue national qui a eu lieu, certes, mais on a tous constaté que tous les acteurs, bon, en tout cas, la plupart doivent être unanimes sur le fait que ce dialogue-là n'a pas produit les effets escomptés. Donc, ça veut dire que, est-ce que les conditions
n'est-ce pas, de résolution de ce conflit ont été toutes mises à contribution? Est-ce que toutes les garanties, est-ce que tous les aspects ont été mis sur la table de la discussion? Je ne sais pas. Maintenant, il y a quand même que depuis quelque temps, on appelle le gouvernement camerounais à dialoguer à nouveau. Je crois que tous les acteurs encore sont unanimes. C'est un aveu, c'est une façon de dire que le premier dialogue, bon, je ne veux pas être dans une mauvaise augure, c'était un pas, mais voilà, on constate ensemble que ce dialogue-là n'a pas marché. Peut-être ça a permis de produire quelques deux ou trois choses, en l'occurrence la loi sur la décentralisation avec la création du statut spécial qui est du point de vue de la loi une avancée. Mais est-ce que du point de vue de la situation sur le terrain, cette loi peut véritablement influencer ce qui se passe? Je ne suis pas sûre. Et c'est pour ça que tous les acteurs, nous appelons à ce qu'un nouveau dialogue, cette fois-là, plus ouvert, véritablement inclusif, et que les problèmes, tous ces autres problèmes soient évoqués pour qu'on tente d'aller tous ensemble vers la même direction. Alors, est-ce que à la base, il y a eu, comme je le demandais tout à l'heure à Cyril, est-ce qu'il y a eu un mauvais diagnostic parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que le gouvernement a un peu buté au traitement. Comment est-ce qu'il faut gérer la situation? Est-ce que c'est parce que, à la base, quand même, on a dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone et que finalement, la fondation n'était peut-être pas bonne et qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu embarrassé? Je vais le dire peut-être un peu plus crûment. Ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de problème anglophone, c'était juste de la poésie, franchement. Ça, c'est la base. Oui, la base. On peut avoir posé un bon diagnostic, mais donner le mauvais traitement. Parce que le diagnostic pour le problème du nozo, tout le monde le sait. Il n'y a plus un problème de diagnostic. Parce qu'on est face aux gens qui réclament quelque chose. Mais sauf que ceux qui combattent là actuellement, et vous l'avez d'ailleurs relevé, est-ce qu'ils combattent encore parce qu'ils réclament quelque chose ou ils combattent parce qu'en fait, il faut survivre au quotidien, il faut rançonner, avoir de l'argent, peut-être que faire... Est-ce qu'ils sont encore là pour l'idéologie, par exemple, du séparatisme? Oui, là, ce qui est sûr, c'est que... Oui, je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui vont faire perdurer, ce sont des personnes déviantes. Mais à côté de ça, il y a des personnes qui sont là pour cette idéologie. Il faut gérer ceci. Ça veut dire que si le gouvernement camerounais arrive déjà à s'entendre avec des personnes qui ont des objectifs précis là-bas, dans le nozo, ça sera 10 fois plus facile de maîtriser ceux qui sont déviants. Alors, Cyril, parce que oui, je voulais dire qu'il ne faut pas que les médias, il ne faut pas que l'opinion publique camerounaise oriente le problème de la crise anglophone comme étant un problème du grand banditisme, de ce que vous êtes en train de... Oui, parce qu'en fait, c'est l'impression qui se dégage quand on voit le nombre d'assassinats. C'est pas l'impression, c'est juste que, comme j'ai dit tantôt, quand l'industrie de la guerre se met en place, lorsque le chaos s'installe, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Mais si, et cette situation, disons, de grand banditisme, entre guillemets, n'est-ce pas, elle est florissante parce que justement, il y a un contexte qui est non maîtrisé, n'est-ce pas? Il y a un contexte justement de conflit, un contexte délétère. Si le contexte était consolidé, s'il y avait une marche, la recherche d'une marche commune vers la résolution du conflit, ces personnes ne trouveront plus des terreaux, n'est-ce pas, où s'installer pour agir. Vous voyez, on aura des situations où même les populations, des personnes vont dire, mais là, on n'est pas d'accord avec vous. Il y a un processus auquel nous adhérons. Voilà, vous voyez, ça va fractionner et ça va réduire la capacité d'action, n'est-ce pas, et d'influence de ces populations. Mais la situation actuelle fait en sorte que ce que je crains le plus et ce que j'ai toujours dit depuis des années, c'est qu'ils sont en train de réussir l'influence sur la société, sur les populations, l'influence mentale, l'influence morale de ces personnes qui finissent par adhérer, par accepter cette action, tout simplement parce qu'en face, ceux qui ont la responsabilité de les protéger ont failli dans leur mission et ne sont pas en train de mettre en œuvre des mesures rapides et urgentes pour effectivement reprendre, n'est-ce pas, reprendre le dessus et reprendre la main de la situation. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Ça fait 4 ans que la crise a commencé. Ça fait plus de 4 ans, il n'y a pas l'accès pour arriver à Bamenda. Il n'y a pas de sentiment de rejet plus fort que ça. Si vous êtes allé à Bamenda, moi j'ai fait un voyage en fin 2020. Franchement, je suis rentrée, je suis tombée malade. Je suis rentrée, j'ai eu le palu.
Mais c'est pour vous montrer à quel point le problème, c'est pas une affaire, je l'ai dit, En fait, d'envoyer les quand vous militaires publiez, pour vous dire que la route, seulement la route, la route. n'est-ce pas? Seulement la route pour arriver. C'était autre chose. Vous comprenez? D'ailleurs, à un niveau là, après Bababadjou, la route est complètement coupée. Ça fait quand même 3 Mais ans. c'est un tronçon qui est en chantier. En chantier pendant 7 ans. Les travaux ont repris récemment quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous coupez une population. C'est-à-dire qu'il y a des familles à Bamenda qui ont leur pension ici à Babadjou. Mais pour vous rencontrer, c'est de la catastrophe. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous entrez à Bamenda, à partir de 19h, c'est le noir total. Il y a de lumière nulle part. Je vous dis, c'est l'obscurité dans une ville. Mais c'est pas possible. Vous voyez, quand il n'y a pas, c'est tout ça qui doit renforcer. Vous voulez expliquer qu'il s'agit d'un sentiment d'exclusion? Mais c'est clair, c'est de ça qu'il s'agit depuis des années. Mais et qu'on aurait cru que pendant la crise, là, l'État aurait pu mettre en œuvre des mesures urgentes, justement, pour résorber tout ça. Mais malheureusement, on a aussi vu en même temps ces séparatistes faire tomber des pylônes, par exemple, des pylônes. Peut-être des pylônes de haute tension et des opérateurs de téléphonie mobile. Je suis en train de vous dire que vous n'avez qu'à descendre à Bamenda pour faire vous-même, pour attester vous-même de vos yeux quelle est la situation de cette capitale régionale du Cameroun. Les séparatistes, il faut noter, quand on va se taire, les séparatistes occupent davantage les villages. Parce que l'armée, quand même, a réussi, n'est-ce pas, à maîtriser Bamenda, la ville, n'est-ce pas, les centres urbains. Je vous parle là du centre urbain. À partir de 18h30 à Bamenda, c'est mort. Rien ne bouge, même la lumière, il n'y en a pas. Vous voyez, je pense quand même qu'il aurait fallu un ensemble, n'est-ce pas, de mesures d'accompagnement pour renforcer. Et nous, on l'a toujours dit, ce n'est pas une affaire de militaires. Vous n'allez pas venir tuer tout le monde. Et quand on le dit, les gens ne sont pas contents. Peut-être que les militaires la présence est dissuasive voilà, aussi. c'est bien, mais après, ils ne peuvent pas rester là 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il faut d'autres mesures, des infrastructures, d'autres politiques qui doivent accompagner cette action pour qu'effectivement, il y ait une sorte de sentiment de vivre ensemble, de travailler ensemble, de tout ça qui va se renforcer. Ce n'est pas qu'une action de taper, de tabasser, non, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que, prenons le cas de ces délégués départementaux qui ont été enlevés, le fait d'enlever 6 délégués départementaux, d'assassiner un, de garder les 5, c'est un message peut-être le groupe séparé, les groupes armés veulent faire passer, peut-être montrer leur force de frappe encore quand on pense que, quand le gouvernement semble dire que la situation est maîtrisée entre guillemets sur le terrain. Oui, justement. Déjà, peut-être, je vais ajouter un mot. Oui, où dit, en fait, ils sont en train d'installer là-bas ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça fait que, au départ, plusieurs personnes, des populations, ne sont pas d'accord avec eux. Ça, c'est au départ. Au départ. Mais le fait, peut-être, on a une maman, elle a peut-être son fils qui est dans la forêt, parmi les séparatistes, peut-être elle n'est même pas d'accord au début, mais peut-être elle a 2 ou 3 enfants, après on lui dit, bon, il y a tel qu'on a tué. Ça fait, on a tué son enfant. Même si son enfant il est séparatiste et tout, ça fait qu'elle va garder de la colère envers le gouvernement, ça va se produire. Et l'autre truc, c'est quoi? C'est qu'elle n'a même pas d'enfant là-bas, mais elle est dans un village où sont des séparatistes qui ont régulièrement le pouvoir. Ça fait elle se dit, bon, peut-être le seul moyen de survivre, parce que je ne peux pas aller à Yaoundé comme tout le monde, le seul moyen de survivre, c'est de céder à ces gens. Ça veut dire, je dois être prête à préparer pour eux, je dois être prête à leur donner des informations, je dois être prête à faire ci ou à faire ça, même si je ne le veux pas. Parce qu'il me faut protéger, parce qu'au-delà de tout organisme a pour principal objectif la survie. Donc, ça fait que, dans un contexte comme celui-là, quand ça commence, on dit l'habitude est une seconde nature. Au départ, elle ne le fait pas contraint, mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça devient une habitude. C'est faire le contraire qui devient difficile maintenant. Donc, il faudrait peut-être que le camp d'en face apporte un discours contraire, peut-être pour
peut-être pour ne pas amener les populations à adhérer à cette idéologie, et peut-être que Les c'est pas- discours seuls ne peuvent pas suffire. il faut, Parce qu'on est dans la pratique. Ce que je suis en train d'expliquer, Il faut c'est la du concret. pratique, c'est le vécu. Du concret. Oui, c'est le concret. C'est le concret. Ce qui est réel, le réel, la réalité ici, c'est quoi? C'est que elle est là, elle vit dans sa petite maisonnette tous les jours. Et presque, l'armée est là peut-être 3 ou 5 jours par mois. Le reste des jours, ce sont les séparatistes. Tout à fait. Et elle sait déjà que l'armée ne peut pas facilement tirer sur elle, même si le risque n'est pas zéro. Mais elle sait qu'avec les séparatistes, c'est du clic au clac. Donc, si elle a la première erreur, elle va subir les conséquences. Là, ça fait quoi? C'est plus facile, même instinctivement, c'est plus facile d'adhérer aux contraintes et aux conditions du bourreau pour survivre. Et quand on adhère, comme je l'ai dit au départ, on ne le fait pas contraint. Mais à un moment donné, on commence à s'y plaire. C'est une approche des terroristes généralement. Vous savez, on vous dit, quand ils veulent envoyer quelqu'un, peut-être, quand les terroristes vont envoyer quelqu'un, s'exploser. Là, Comme en kamikaze. oui, en kamikaze, on lui demande de répéter, par exemple, une phrase. Au début, il n'est pas disposé, il n'est pas prêt à le faire. Mais ils finissent par coopérer. On l'amène à répéter, il va répéter la phrase même pendant une semaine. Mais après, à un moment donné, il est plus devant que vous. Donc, il est plus disponible que vous. Donc, ça fait que dans ces populations, le fait de s'habituer aux contraintes, ici, des séparatistes, à un moment donné, ils deviennent séparatistes. Alors, Cyril, est-ce que, je pose cette question-là, Oui, avant. est-ce qu'aujourd'hui, prendre 6 fonctionnaires, décapiter un et garder les autres, que c'est peut-être une façon de vouloir faire pression en même temps sur les familles et sur le gouvernement? D'abord, il faut noter que les enlèvements, c'est un moyen pour les séparatistes de se faire de l'argent. Donc, dans les différents Parce rapports... qu'il s'est dit qu'il demande dans les 50 millions oui, de francs CFA, effectivement, quelque chose dans comme ça. les différents rapports que nous avons publiés sur la crise anglophone, la plupart des enlèvements c'était avec demande de rançon. Et on n'a pas pu avoir des chiffres, mais on a la certitude que beaucoup de familles, depuis lors, ont payé ces rançons-là pour avoir la libération de leurs proches. Donc, c'est dit que c'est d'abord une source de revenus. Les kidnappings, c'est une source de revenus. Il y en a qui sont des règlements, c'est-à-dire quand c'est par exemple des officiels, c'est pour démontrer quand on prend quand même un membre de l'armée, c'est quand même un fonctionnaire, c'est quelqu'un qu'on ne devrait pas toucher. Donc quand il touche à ce genre de personnes, c'est comme une revanche. Il démontre que, vous voyez, ça c'est différent. C'est un peu comme aussi les chefs traditionnels, certaines personnes qui portent quand même qui représentent l'État, n'est-ce pas? Ça a une autre signification pour eux. C'est pour ça que vous verrez, la communication propagande derrière est différente. Maintenant, les citoyens, les populations qu'ils enlèvent, la plupart du temps, c'est une source de revenus. C'est pour avoir de l'argent. Maintenant, ça c'est une chose. Une troisième chose, c'est l'enlèvement de ces fonctionnaires, de ces délégués départementaux. C'est 2 choses. C'est d'abord un message fort pour démontrer qu'ils sont toujours actifs. Ils ont la capacité d'action parce que ce sont quand même des représentants de l'État du Cameroun, des départements ministériels. Et ces départements ministériels, ces représentants, ces bureaux déconcentrés des départements ministériels devraient sont du moins censés être protégés. Donc, c'est aussi pour eux comme un trophée. Vous voyez? C'est un trophée. Parce qu'il ne faut pas minimiser l'effet, justement, comme parlait mon prédécesseur, l'effet psychologique qu'ils engrangent et l'effet qu'ils font sur les populations quand ils font ce genre d'opération. Donc, c'est un trophée. Et après, c'est source de revenus. Et c'est là où nous insistons sur le fait de dire que d'abord, il faut être clair que nous condamnons. Ces fonctionnaires ne méritent pas ça. Ils ne sont pas là pour ça. Mais malheureusement, une fois de plus, quand une situation de conflit perdure, c'est ce à quoi on risque d'être habitué, on est confronté. Donc, nous, on a demandé, on a officiellement demandé que cette personne soit purement et simplement relâchée parce que en matière de conflit, en matière de guerre, aussi bien les groupes armés non étatiques que les groupes armés étatiques ont des responsabilités en matière de protection des civils. Les fonctionnaires de ces départements ministériels n'ont rien à voir avec leurs revendications, alors ils doivent être libérés. Mais ceci étant dit,
il faut le dire et le répéter, on en a marre de la crise anglophone. Il faut que nous mettons tous la balle à terre et particulièrement le décideur politique. Parce que c'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est ceux qui doivent donner le là. Ils doivent s'engager dans un processus de résolution, n'est-ce pas, de négociation, de discussion autour de cette affaire de la crise anglophone. Alors, Stone, est-ce qu'aujourd'hui, la question centrale, est-ce que le gouvernement devrait négocier pour obtenir, parce qu'en fait, il s'agit des agents de l'État qui ont été arrêtés, ils étaient à une mission officielle. Est-ce que le gouvernement devrait négocier aujourd'hui? Si oui, en négociant, est-ce qu'il faut verser de la rançon? Est-ce qu'il faut opter? Quelle devrait être, j'allais dire, l'attitude aujourd'hui? Parce qu'il faut forcément obtenir la libération de ces 5 personnes. Il faut utiliser le bras de fer. Ce qui est sûr, c'est que le bras de fer, c'est le moyen le plus sûr pour les obtenir pas en bon état. C'est-à-dire qu'ils peuvent être oui, assassinés ils peuvent les volontairement. comme Dizoda a commencé avec le premier. Mais ce que je vais dire pour ça, c'est que pour rien au monde, ce problème ne pourra être résolu au niveau des faits. Parce que résoudre, même si on libère, même s'il libère les 5, c'est bien parce qu'on a sauvé des vies, mais le problème reste. Ils vont libérer aujourd'hui, arrêter demain. Le problème... D'où peut-être que la méfiance des pouvoirs publics parfois à verser de la rançon, parce qu'en fait, plus vous versez de la rançon, plus ça amène des gens. Justement, ça crée de nouvelles habitudes. Mais vous ne versez pas, les gens meurent. Vous ne versez pas, les gens meurent. Ça veut dire, quel qu'en soit l'issue, il y aura des problèmes, il y aura des conséquences. Or, le seul moyen d'éviter ces conséquences-là, c'est de résoudre le problème à la racine. Et résoudre le problème à la racine, c'est quoi? C'est pas seulement dialoguer, hein, franchement. On peut ne même pas dialoguer, mais on prend des décisions qui permettent de résoudre le problème. Bachelard disait que toute société évolue, une société qui n'évolue pas régresse. On a pris, il y a eu des formes de l'État qui ont été révisées et tout, à la fin d'une période qu'on peut juger de classique ou d'ancienne. Parce que depuis 80-90, beaucoup de choses ont changé dans tout le monde entier. Même en Occident, les choses ont changé énormément avec l'avènement des nouvelles technologies et consorts. Donc ça fait que la manière de percevoir des choses a trop changé dans les populations du monde. L'idéal aujourd'hui, c'est de repenser le Cameroun. Comme les autres gens ont repensé même déjà bien avant. Repenser le Cameroun pour vous? Oui, repenser le Cameroun ici, c'est quoi? C'est parce que repenser peut-être au fédéralisme. Repenser dans ce sens, parce que je suis sûr que le fédéralisme reste le moyen le plus sûr. Le gouvernement vous présente en face la décentralisation. Non, la décentralisation, c'est autre chose que le fédéralisme. C'est autre chose. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais tout le monde sait que quand on parle de décentralisation, c'est juste qu'on a un pouvoir central et on met des représentants partout. Donc, ça reste toujours une centralisation de l'administration. Or, quand on parle du fédéralisme, là, on sait que le pouvoir est vraiment décentralisé. C'est une forme de décentralisation, mais plus poussée. Poussée comment? Parce qu'on sait que peut-être, moi, j'aurais proposé même un fédéralisme peut-être à 4 États. Vous comprenez? 4 États, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez? Le Grand Ouest, par exemple. C'est-à-dire que l'Ouest et le Nord-Ouest, par exemple. Oui. Le Grand Sud ou le Grand Sud, le Grand Sud, centre, le Sud et l'Est. Oui, peut-être l'Est comme ça. Bon, peut-être on peut voir comment gérer le cas du littoral. Vous mettez le Sud-Ouest et le littoral et oui, et on voit maintenant peut-être la Damawa et le truc. La vérité, c'est qu'un truc comme celui-là, vous allez voir tous les autres pays qui s'en sortent mieux là actuellement. C'est ça qu'ils appliquent. On va beau le dire, vous allez voir le Nigeria. Ils ont eu... Mais il y a aussi quand même des revendications séparatistes au Nigeria. Oui. Ça a disparu jusqu'à aujourd'hui. Mais là, leur problème est plus ethnique. C'est pas le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun n'est pas ethnique. Au Nigeria, c'est une ethnie qui veut s'affirmer. Au Cameroun, c'est une partie de l'État. Là, il faut faire vraiment cette différence. D'accord, c'est compris. Abel Fo, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Alors aujourd'hui, la question qu'on se pose en ce qui concerne la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, comment
la population devrait se comporter aujourd'hui. Stone le disait il y a un instant, les populations, et même s'il l'a dit, sont confrontés à cette menace. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ces séparatistes qui sont avec les populations chaque jour, est-ce qu'il faudrait que les populations, comme voudrait bien le gouvernement, coopèrent en dénonçant à leur risque et péril, ou aujourd'hui jouer un peu à l'hypocrisie, entre guillemets, faire ça même quand bien on connaît ces séparatistes, on fait semblant comme si on ne les connaissait pas. Comment devrait se comporter la population aujourd'hui face à cette situation aussi embarrassante pour elle? Ouais, merci Jean-Charles pour la question. Je crois que vous me permettrez d'abord de présenter toutes nos excuses pour le retard accusé. Je pense qu'il est suffisamment consommé. Je vais aussi profiter pour renouveler notre fraternité à tous les co-panélistes et tous les auditeurs que nous avons la chance de retrouver aujourd'hui, ceux de la 90.5. Bon, pour revenir à votre question, moi je pense que si nous nous mettons maintenant à dire, il est bien vrai que nous avons pris le train en marche, si nous mettons maintenant à dire que en principe, il faudrait développer des stratégies, mettre sur pied une technique pour pouvoir permettre aux populations de contourner ce mauvais spectre, de contourner tout ce qu'ils ont comme obstacle existentiel de ce côté-là. Pour moi, ce serait déjà aller vite en mesure. Moi, je crois que le problème, peut-être que ce serait un pavé dans la mare, le problème est ailleurs. Bon, il est ailleurs, pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes dans ce que vous allez me permettre de réunir dans les théories, nous sommes dans ce que les sociologues appellent généralement la magie des textes. Ça dit quoi? Ça dit que généralement nous sommes dans un environnement socio-juridique où tout ce qui est servi comme guide, comme boussole juridique, c'est carrément le paradis, c'est carrément le rêve, mais disons ça comme ça, appliqué devient une autre paire de manches. Donc en réalité, si on dit que ces gens-là doivent mettre sur pied telle ou telle stratégie pour pouvoir suivre, c'est pour moi, ce serait un peu comme si je me retrouvais devant une équation mathématique où on dit par exemple tu mets x et l'autre, ça donne tel résultat. Il s'agit des humains. Et vous savez, lorsqu'on définit souvent l'homme, on le définit comme un identifiant relatif intelligent. Ça veut dire qu'il s'adapte en fonction des situations qui justement s'offrent à lui. Et vous allez donc vous rendre compte que, en principe, et là vous allez comprendre nos difficultés à donner une stratégie précise pour pouvoir contourner cette histoire, parce que, en fait, ce que ces gens-là vivent, personne d'autre ne le vit. Les gens sont dans leur bureau climatisé à Yaoundé, ils ont eu à pondre des textes paradisiaques, comme je disais tout à l'heure, mais des textes qui, généralement, sont n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Je vous suivais un repérage tout à l'heure en arrivant, Madame Deschamps, qui disait que en réalité, elle était sur le terrain, elle est rentrée, elle était carrément sur les rotules. Donc, en fait, c'est une façon de dire que le terrain, c'est pas le paradis. Or, le texte, c'est le paradis. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que ceux qui vivent ce martyr-là, on n'a pas de leçon à leur donner. Voyez-vous? Lorsque vous êtes face à une situation, vous pouvez développer, mon frère psychologue ne m'en démentira pas tout à l'heure, vous pouvez développer ce qu'on appelle justement les instincts de suivi. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand vous êtes face à une situation, la décision que vous prenez n'est fondamentalement pas celle qui est la bonne à prendre, mais c'est celle qu'on doit prendre à l'instant T. Vous comprenez un peu? Donc, en fait, si je dois proposer ou si je dois dire quelque chose, c'est juste rappeler, puisque nous ne sommes pas dans un village qui acéphale, il y a un gouvernement. Quand je parle de village, je parle de village dans le sens juridique du terme. Donc, ce gouvernement-là doit penser à intégrer justement les réalités qu'on vit de ce côté-là, à intégrer un management beaucoup plus empirique, beaucoup plus basé sur les cas concrets, sur ce qu'on vit là-bas, pour pouvoir leur permettre justement de ne pas continuer à vivre ce martyre. Or, la meilleure façon de soulager un homme, c'est de le comprendre. Et c'est justement cette compréhension-là qui fait problème. D'abord, Stone, puis je vais poser la question à Cyril, mais je vais commencer par vous parce que je voudrais qu'on parle un peu d'un point qui est lié à la santé mentale. Alors, une population qui vit de manière permanente ces traumatismes psychologiques, liés peut-être à la pression des séparatistes-là, l'écrépitement même des balles, la disparition brutale et même de certains proches. Est-ce que ça manque? Quel est le niveau de la conséquence sur le point de la santé mentale de ces populations? La première, ou bien de manière générale, c'est qu'on ne peut pas gravir les échelles de la vie, la hiérarchie des échelles.
Parce que, théoriquement parlant, on a 5 niveaux d'échelle. Au premier niveau, on parle des besoins biologiques de base, manger, boire, dormir, se reproduire. Comment quelqu'un va pouvoir manger là-bas s'il ne peut pas cultiver? Comment quelqu'un va pouvoir boire là-bas si le gouvernement ne peut pas venir creuser un puits, ne peut pas poser une bonne fontaine? On dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Tout à fait. Si on n'a pas mangé, si on ne peut pas boire, la vérité c'est qu'on ne peut même pas entendre ce que les séparatistes ou le gouvernement doit dire. Parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, le premier objectif d'un organisme, c'est la survie. Donc, et quand on a même mangé, on a bu, même si ce n'est pas à sa faim, au deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité. Quand on a mangé, on doit se sentir en sécurité. Si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas avancer. Sans sécurité, on ne peut pas penser à l'épanouissement. Sans sécurité, on ne peut pas penser au développement. Sans sécurité, on ne peut pas penser à l'application au respect d'une loi. C'est impossible. Donc, quelqu'un ne peut pas être là, on lui dit, bon voilà, vous ne devez pas collaborer avec les séparatistes, vous ne devez pas donner les informations aux séparatistes, mais la personne se met à appliquer tout en sachant que vous ne pouvez pas assurer sa sécurité. Vous allez dire ça, mais vous partez. Vous avez les armes, des mitraillettes et tout ça, mais vous partez avec. Et il retrouve son quotidien. Il retrouve son quotidien où il est en insécurité. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas passer à la troisième phase, ce qu'on appelle besoin d'amour et d'appartenance. Et là-bas aussi, comme il ne va pas se retrouver là-bas, ça va venir renforcer un autre niveau du problème. Le sentiment d'isolement. Le sentiment de discrimination. Ça fait qu'on n'est pas en sécurité. Et si on n'est pas en sécurité, c'est pourquoi? C'est parce que le gouvernement n'arrive pas à assurer notre sécurité. Ça veut dire qu'il n'assure pas notre sécurité. Pourquoi? Alors que les gens dorment bien à Yaoundé. C'est parce qu'ils ne nous considèrent pas comme les Camerounais. Là, on est à la troisième phase, au troisième niveau. Or, c'est après ce sentiment d'amour et d'appartenance qu'on est censé passer à l'estime de soi. On doit penser à soi-même pour dire, bon voilà, je suis qui dans la vie? Or, les gens qui sont exposés à ces trucs tous les jours ne peuvent pas se poser la question de savoir qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis maçon? Est-ce que je suis père de famille? Est-ce que je suis... Ils ne peuvent pas se poser ces questions-là. Parce que ce qui les préoccupe, c'est la survie. C'est la survie au quotidien. Quand il sort le matin, il ne sait pas s'il va rentrer vivant. Il ne sait pas s'il va rentrer trouver ce qu'il a laissé vivant. Il ne sait pas s'il va rentrer trouver sa maison debout. J'ai vu une image, parmi tout ce que j'ai vu comme image depuis le début de cette histoire, j'ai vu une image qui m'a heurté. Laquelle? L'image qui a circulé, on a vu un papa dans une maison, dans une case brûlée, avec un enfant calciné en main. Oui. Là, franchement, c'est une image que Facebook devrait tout faire pour supprimer complètement. J'ai reçu même des gens qui ont consulté pour ça. J'ai cru, même en tant que personne, entre guillemets, suffisamment avertie, j'ai ressenti des choses, j'ai ressenti une colère qui allait au-delà de la colère de quelqu'un qui observe. Combien de fois maintenant, ce parent qui a son enfant calciné en main, on sait que instinctivement, on est censé protéger nos enfants. Est-ce que vous avez peut-être que dans vos différents travaux, vous vous rendez compte que le nombre les cas de maladies, disons de maladies mentales, c'est qu'à augmenter dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à cause peut-être de ces traumatismes-là? Déjà, on n'a pas les statistiques suffisantes. Mais cependant, c'est évident. Parce que je reçois des gens depuis 2016. Et même bien avant, on a reçu des gens du Nord, les gens venant de la Centrafrique et tout ça. C'est évident. J'ai travaillé par exemple avec une stagiaire qui était dans une institution hospitalière, là-bas, dans le Nozo, où les séparatistes ont pris l'institution en otage pendant 48 heures. Elle n'a pas été violentée physiquement, mais jusqu'aujourd'hui, je la reçois depuis 2017. Elle n'est jamais guérie. Depuis 2017. Il y a des périodes d'accalmie où quand on travaille et tout, quand elle se sent bien, après, peut-être 6 mois, 8 mois, les réviviscences reviennent.
Cyril Roland-Duchamp, vous comprenez un peu, vous pouvez comprendre la description que Stone est en train de faire ces populations victimes de ces traumatismes à un moment qui se trouvent, disons, qui se retrouvent, disons, traumatisés, si on peut encore le dire, psychologiquement pendant des années et ils n'arrivent pas à guérir. À chaque fois, ces mauvaises images qui défilent dans la tête et ça crée des manifestations. Le traumatisme, il est profond. Ça c'est un aspect. Le traumatisme, il est trop profond. On a parlé avec des victimes ou familles des victimes. On s'est bien rendu compte que les professionnels de la santé et ceux volet de la santé mentale auront du travail. Je ne sais pas s'ils auront par le passé parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu ça. Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont pu se déplacer. Tout à fait. Et avec ceux qu'on a parlé, que ce soit ici ou là-bas, il y en a même qui ont changé de nom. Vous vous rendez compte, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont changé de nom. Pour ne pas être identifié ou bien... Non, parce que d'abord pour des questions de sécurité, mais après parce que ce nom ne renvoie plus à rien. Oui, justement, parce qu'il veut faire une croix sur leur passé, il veut passer à autre chose. On a trouvé des personnes, des femmes, mais je dis, mais après, de fait, parce qu'on regarde, on parlait avec des femmes sur cette affaire, c'était un focus group, là c'était vraiment informel, mais je me rends compte que c'est que je passe mon temps à appeler Clarisse, mais après, c'est même laquelle, pourquoi ton nom, mais dans les documents après, je vois que je passe son nom, vous voyez, elle avait pourtant son nom sur l'identité. Mais ce sont des gens qui ont fui la crise, qui sont dans les villages, qui ont demandé des maisons, ils sont partout. Ils sont pleins dans les villages à l'ouest là-bas. Vous savez qu'à l'ouest de ce côté, il y a beaucoup de grandes concessions avec des grandes maisons, parfois qui sont inhabitées. Ils sont partout là, ils sont pleins. Et quand on est ici, on n'a pas vraiment la température de la situation, mais il y a des femmes et des enfants qui souffrent dans leur chair. Parce qu'il y en a qui ont dormi. C'est ce que c'est que dormir dans la brousse. Quand une femme te raconte que tu as dormi dans la brousse, tu me dis, attends, c'est quoi dormir dans la brousse? C'est-à-dire que vous êtes couché dans la brousse. Mais il y a des traumatismes, il faut beaucoup de temps. Et je vous ai dit en début d'émission, c'est ça notre crainte. Que le fait d'avoir laissé la crise perdurer ait créé une autre crise dans les Camerounais. Et ça va être difficile, n'est-ce pas, de les faire sortir. De sortir de cette autre crise interne qui s'est enfouie dans des personnes. Donc le traumatisme, il est réel, il est profond. Il y a les instances, les infrastructures catholiques qu'on a rencontrées sur place qui reçoivent des sommes, mais elles-mêmes, elles sont débordées, elles n'ont pas des capacités en spécialistes pour faire ça. C'est des simples discussions, c'est des focus groups, c'est des échanges, mais le problème, il est réel. Il faudra vraiment que des spécialistes, n'est-ce pas, ils travaillent. C'est un point profond. Il y a notre reporter Bénézer Diki qui avait réalisé un reportage à l'ouest, à Bafoussam, il y a 2 semaines. Dans ce reportage, il décrivait comment les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui ont été accueillis à l'ouest, certains, en tout cas certaines familles, n'avaient pas autre chose qu'en dehors des porcheries pour leur donner cet espace-là, leur donner cet espace pour pouvoir dormir. C'est-à-dire quelqu'un qui préfère enlever ces porcs qui étaient là et puis il leur dit, bon, si vous pouvez aller dormir là-bas, vous aménagez la porcherie, vous dormez. Quelqu'un qui a abandonné pratiquement sa maison pour venir dormir dans... Oui, c'est quand vous allez à l'ouest que vous voyez vraiment la situation des déplacés. Ce sont les privilégiés parmi les déplacés qui sont à Yaoundé Douala. Vraiment à l'ouest et de l'autre côté là-bas. Je voudrais qu'Abel qu'il réagisse quand même peut-être sur notre point pour y revenir, si vous voulez bien. Ces sanctions que les États-Unis annoncent, c'est-à-dire que les États-Unis qui entrevoient restreindre de l'octroi des visas à tous ceux qui seraient impliqués directement ou indirectement dans cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'une mesure comme celle-là, parce qu'on sait que sur le terrain, il y a ceux qui combattent, mais il y a ceux les donneurs d'ordre. Est-ce qu'en prenant cette décision, peut-être que de ne plus donner de visas à tous ceux qui seraient impliqués directement ou indirectement, ça pourrait quand même ça pourrait faire basculer les choses positivement? C'est l'une des voies, c'est peut-être quand même une voie de sortie de crise. Une voie de sortie, moi je pense pas fondamentalement. Il est bien vrai que vous avez parlé des sanctions. Oui, sanctions peut-être négatives. Mais moi jusqu'ici, j'ai souvent la faiblesse de penser que le Cameroun est une entité socio-juridiquement établie. Voyez-vous. Donc, quand on me dit que les États-Unis ont pris des dispositions, des sanctions pour pouvoir
Donc, pour vous, remonter les les Bruxelles. dispositions devraient être prises au Cameroun et non plutôt aux États-Unis. Tout à fait. Donc, en principe, tout devrait commencer ici. Vous avez vu ma chute tout à l'heure, moi je suis allé de la compréhension. Parce qu'en réalité, à partir du moment où vous ne comprenez pas l'autre, vous ne pouvez rien faire de nature à ce que votre action soit salutaire pour la personne. Donc, nous sommes dans une logique où nos frères ont l'impression, ou on va dire sont fondamentalement marginalisés. Vous voyez un peu. Quand vous remontez l'histoire, vous vous rendez compte que parfois ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort pourquoi? Parce que la réalité parfois nous oblige à accepter certaines choses qui ont du mal à passer de l'autre côté, du moins au niveau du sérail gouvernant, au niveau du sérail. Donc, en principe, le véritable problème qui se pose ici, pour moi, serait au niveau de la compréhension de ce que je vais appeler les logiques sociologiques qui, en réalité, entrent en jeu dans cet univers-là. Est-ce que c'est difficile, par exemple, de se rapprocher d'un frère qui y vit, d'un frère qui a été élevé, d'un frère qui est appelé à y passer son existence, et de pouvoir au moins l'étudier, de pouvoir au moins comprendre de quoi il s'agit? Chaque jour, on prend des dispositions. Quand c'est urgent, on prend généralement des dispositions, on va dire des mesures dans ce pays en 2-3 jours. Pourquoi est-ce que depuis 4 ans, bientôt 5 ans, ces choses-là ont tendance à traîner? C'est simplement parce que nous avons l'habitude que nous baignons dans ce qu'on appelle un autisme systémique. Ça veut dire qu'il y a une certaine arrogance managériale qui nous caractérise généralement. Cela se traduit à tous les niveaux généralement. Ça veut dire que même si vous voyez au niveau de la maison, quand l'enfant te dit qu'il a faim, essaie quand même de comprendre de quoi il s'agit. Mais ne prends pas sur toi de faire appel par exemple au bâton et de dire que c'est moi qui suis l'autorité, c'est à moi de te dire ce qu'on doit faire. C'est exactement dans cette logique-là. Vous voyez un manque de volonté politique? Exactement. Il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème aussi de ce que je vais appeler le saupoudrage managérial. C'est-à-dire qu'on donne l'impression de prendre ces choses-là au sérieux alors qu'on n'y passe juste le temps pour qu'on dise que non, écoutez, ces choses-là, on prend ça au sérieux. Je voudrais juste vous donner un exemple. Depuis que cette histoire-là persiste, qu'est-ce qu'on a fait de sérieux en termes d'actes forts? Bon, il y a eu par exemple disons, ce statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a eu quand même beaucoup de choses qu'on saurait énumérer ici. Monsieur Billot, je suis un peu abusé parce que, excusez-moi, c'est pas du persiflage, mais je suis un peu abusé parce que l'acte fort, simplement, aurait été de faire à ce que certaines personnes qui peuvent être considérées comme des références de manière managériale puissent y mettre pied. Vous faites allusion par qu'est-ce que vous voulez? À la plus grande autorité, par exemple. Oui. Pensez-vous qu'au début de cette crise, lorsque les avocats et les enseignants mettent leurs problèmes sur la table, est-ce que si on prenait ça au sérieux, si par exemple, même quand à un moment donné on se disait que ça devenait déjà relativement grave, imaginez le chef de l'État par exemple dans zone anglophone. Est-ce que là, on va plus refaire l'histoire? Nous sommes déjà à 4 ans déjà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Malheureusement, l'histoire est consubstantielle à la résolution de toute crise, monsieur là. Oui, parce que vous pouvez pas vous lever un matin et dire que, par exemple, moi je suivais Madame Béchon tout à l'heure et mon frère Stone dit que en fait ils veulent balayer leur passé. L'homme est prisonnier de son passé, voyons. Ça c'est un pur refoulement. Humainement, c'est pas consommable, c'est pas possible. Puisqu'il a beau faire tout ce qu'il fait, c'est pour cela que vous allez vous retrouver, excusez-moi, avec des Sud-Africains qui s'appellent Gatchesi. Pourtant, on a les Bafang ici qui s'appellent Gatchesi. Cette référence ou cette culture onomastique rappelle justement leur passé. On va tout faire, ils vont toujours consommer ce passé-là. Donc, en fait, la mère, pour moi, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que... Une fuite en avant de la part des pouvoirs publics ou puisqu'en fait, Cyril et Stone disaient que ceux qui veulent faire mettre une croix sur leur passé, c'est plutôt ces populations-là qui sont victimes de ces affres-là et qui voudraient peut-être oublier. Moi, je les accuse pas. Hein. Je les accuse pas. C'est-à-dire, je suis dans la logique de ce que Boudon appelle les agents et les acteurs. C'est-à-dire que les populations sont pour moi des agents. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de donner des stratégies qui, justement, que leur impose la situation. Or, ceux qui décident de la situation sont ailleurs. Donc, moi, je me dis, le problème est à ce niveau. Est-ce que la bureaucratie, appelons ça comme ça, la bureaucratie camerounaise ne gagnerait pas à se rapprocher de cette humanisation-là?
qui le plus souvent caractérise tout système managérial. D'accord, c'est compris. Peut-être qu'une minute encore avant de sortir de ce sujet. D'abord, Cyril, est-ce que vous comprenez, parmi au-delà des populations civiles, parmi les corps les plus exposés à cette crise, il y a des organisations de la société civile. Il y a par exemple Médecins sans frontières qui écrivait au gouvernement, en tout cas fait une publication sur leur site il y a 2 jours pour demander au gouvernement camerounais de lever les sanctions qui pèsent sur ces activités dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'en fait aujourd'hui les populations meurent faute de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous décrire un peu la situation de ces organisations de la société civile qui travaillent dans le nord-ouest et le sud-ouest? La situation, elle est chaotique. Elle est chaotique depuis quelques temps parce que les organisations comme les défenseurs des droits humains ou les organisations humanitaires sont attaquées par les séparatistes aussi et parfois indexées par le gouvernement. C'est le cas par exemple des Médecins sans frontières voilà, qui est soupçonné d'être proche des séparatistes. Parce qu'avant leur suspension, par exemple, l'armée avait cerné un centre hospitalier qui était contrôlé parce qu'ils avaient reçu des combattants séparatistes. Et ça, c'est des choses que nous avons décriées parce qu'en fait, il y a une insuffisance d'application du droit international humanitaire. Les instances, les hôpitaux, tous les centres de traitement, ce sont des centres qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués ou influencés par les belligérants. Ça, selon le droit international humanitaire. Ce sont des centres qui sont protégés, comme les écoles. Ce sont des centres comme les églises, les lieux religieux, je vais dire, dont églises, mosquées et autres. Ce sont des infrastructures qui sont protégées du point de vue du droit international humanitaire et qui ne peuvent être attaquées sous aucun prétexte. Malheureusement, on est dans une situation où, d'après nos informations, le gouvernement voudrait que lorsqu'on reçoit, c'est pas que Médecins sans frontières, parce qu'on a eu aussi des centres catholiques et d'autres centres hospitaliers qui ont posé ce problème lors de nos discussions, ça c'est lors de nos entretiens, où on voudrait qu'on les informe de ce qui on a reçu, de l'identité, qu'on a les informations. C'est pas le travail du personnel soignant. Je ne veux pas savoir. Je crois que l'armée est dans son veut bien, c'est pas c'est bien faire, mais voudrait en finir, sont dans une logique de tout pour sécurité, mais malheureusement, dans des situations de guerre, de conflit, il faut faire la part des choses. Vous n'allez pas transformer les médecins et les infirmiers en agents de renseignement. C'est pas leur boulot, c'est pas leur travail. Et c'est cette confusion, en fait, qu'il y a sur le terrain. On demande aux agents humanitaires soit d'informer ici, soit d'informer là-bas. Ce n'est pas leur travail. Ce sont des personnes, d'ailleurs, souvent, quand on parle des groupes comme Médecins sans frontières, quand on parle de couloir humanitaire, c'est justement pour ce genre d'organisation. Parce que couloir humanitaire, c'est de dire comment est-ce qu'on apporte un appui des médicaments, des soins de santé aux personnes, quel que soit le camp, n'est-ce pas, qui viennent. L'objectif du médecin n'est pas de discuter avec la personne sur quoi que ce soit. L'objectif du médecin, c'est de soigner le malade qu'il a devant lui. Et point final. Voilà, en fait, donc, il y a une situation d'amalgame qui fait en sorte que le personnel sanitaire et comme les autres personnels humanitaires se trouvent dans une situation très, très embarrassante et délicate et ils sont ainsi pris entre deux feux. Le feu des séparatistes qui veulent leur imposer quelque chose et le feu des forces régulières étatiques qui veulent leur imposer une façon de faire leur travail. Donc ça, et d'ailleurs, nous avons appelé, comme les Nations Unies et toutes les instances, que ce personnel humanitaire, qu'on les laisse faire leur travail pour lequel il est là. Parce qu'il faut dire, lorsqu'on a fini, vous avez, oui, à travers les médias, vous avez fait la une, on a interdit Médecins sans frontières, mais après, je dis, moi je parle toujours et davantage des populations. Je vous assure, les services publics de santé dans beaucoup de zones au Cameroun n'existent pas. Ça, moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont, même si elles sont crues. Ça n'existe pas. Et lorsque vous décidez comme ça, parce que pour une affaire qu'on n'a pas renseigné, on aurait, vous refusez.
à cette organisation humanitaire d'offrir les soins de santé, c'est beaucoup de Camerounais que vous tuez. C'est beaucoup de Camerounais auxquels vous empêchez l'accès aux soins de santé. Ça, c'est compris. Alors, Stone, peut-être on sort par vous. Parmi les personnes à prendre, où on devrait prendre en charge psychologiquement, il y a certes les civils, mais il y a également ces militaires qui vont au front, qui rentrent et ont des images horribles qu'ils ont vues sur le terrain. Alors, est-ce que pour vous, ou tout au moins, ce sont des cas qui vous intéressent aussi, vous qui êtes quand même ce spécialiste de la santé mentale? Oui, déjà, j'étais chef de service de psychologie à la garnison jusqu'à presque 2020. Donc, ça fait que au début, j'étais le seul même à prendre en charge les militaires blessés de guerre psychologiquement jusqu'en 2018. Comment réagissent-ils? Oui. Lorsqu'ils Il y a des rentrent- traumatismes lorsqu'ils qui rentrent sont sur le suffisamment terrain? connus, oui, l'état de stress post-traumatique. Déjà, avant même d'arriver au problème du NOSO, c'est pour dire que les militaires ne sont pas, c'est juste pour donner un peu plus d'ample information, pour dire que les militaires ne sont pas des robots. J'ai reçu, Ce sont les humains comme... j'ai commencé les premiers militaires à problème, je l'ai reçu en 2013. Pendant la guerre de Boko Haram. Pas Boko Haram. Boko Haram commence vraiment en 2014. Même s'il y avait, Donc, quand même des il y avait attaques déjà des trucs, mais les premiers blessés psychiques, Boko Haram, c'est 2014. 2013, c'était ceux de Bakassi, oui, qui revenaient avec ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique différé. Donc, vous vivez une situation aujourd'hui, vous avez l'impression que tout va bien, tout. C'est après des années, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans, que le traumatisme s'installe. J'ai reçu un adjudant-chef en 2013 qui me dit, je ne comprends pas. C'est depuis 2007 que j'ai eu le choc à Bakassi, mais je n'avais jamais eu de problème. Mais depuis presque 2 mois, je n'arrive plus à vivre. Je fais des cauchemars, je rêve qu'on a tiré sur moi, je me lève, j'ai un côté du corps qui est paralysé, voilà. Et donc des cauchemars, des insomnies, et cela entraîne généralement tout ce qui va avec, comme l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie et tout ce qui va avec. Donc, quand je le reçois, en fait, lui, il se dit, comment est-ce que je veux faire pour pouvoir expliquer à ma hiérarchie que je suis comme ça en train d'avoir des problèmes en rapport avec ce que j'ai vécu en 2007. Ça fait quand même plus de 6 ans. Je vais expliquer ça comment? Je lui ai fait comprendre que c'est une pathologie bien connue qui s'appelle état de stress post-traumatique différé. Donc, dans votre rapport, on va juste présenter cela. Et vous allez soumettre le rapport à la hiérarchie. Il a arrêté, et le monsieur même décédé, ça, je crois que c'était l'an passé. Et le décès a peut-être un lien, c'est possible. Parce que ça a bouleversé énormément sa santé. Ça a bouleversé énormément sa santé. Peut-être qu'il n'a même pas pris la peine d'expliquer tout cela à la hiérarchie, mais ça a bouleversé. Depuis 2013, ce n'était plus le même monsieur. Et pour revenir au problème actuel, vous savez, quand on envoie déjà un élément de force de défense au nord-ouest, on sait qu'aujourd'hui, on est à plus de 1000 décès. Donc, quand on va là-bas, le risque de décès n'est pas zéro. Donc, le traumatisme n'est même pas seulement possible chez l'élément de force de défense, c'est même plus à la famille. Chez la famille, les enfants, la femme, les proches. Parce que quand il va, on se dit, est-ce qu'il va rentrer? Tout à fait. Est-ce qu'il va rentrer? Ça fait que la femme est là, toutes les nuits, elle se dit, est-ce qu'on va m'appeler pour me dire ceci? On dit, hey, on a tué 5 militaires l'autre jour. Est-ce qu'il n'est pas parmi? Est-ce que papa n'est pas parmi? Est-ce que mon fils n'est pas parmi? Quand on regarde, ah, vraiment, heureusement, qu'il n'est pas parmi. Ah oui, c'est lui. Et c'est un stress permanent. Permanent. Qui fait quoi? Demain, ça va augmenter, ce qui est sûr, ça va augmenter significativement les problèmes de santé dans nos populations. Pas seulement au sein des populations, des éléments de force de défense, mais dans la population générale. Parce que le stress, l'exposition au stress chronique, ici, active l'axe cortico-surrénal qui produit à court terme de l'adrénaline et autres, à long terme le cortisol, qui sont des hormones qui détruisent énormément le système immunitaire. Et plus le système immunitaire est détruit, plus on est exposé à des pathologies. Donc les gens on va voir certaines formes de pathologies se développer, particulièrement dans les zones environnantes,
Mais on ne va pas facilement, on ne peut pas directement faire le lien avec le vécu des populations. L'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, les cancers, qui sont des formes de pathologies, qui sont les pathologies les plus destructives. Parce que le VIH et l'hépatite et tout ça, qui se contrôlent 100 fois plus que le diabète, l'hypertension, le cancer. Donc, des pathologies pareilles vont émerger au sein de nos populations. Des troubles, et tout à l'heure, Madame Besson. oui, Madame Besson disait, parlait ici de la souffrance des gens dans la zone anglophone de manière spécifique, mais je vais au-delà, je vais plus loin. Ici à Yaoundé, on en souffre aussi. Parce que les gens sont partis de là-bas avec les habitudes de là-bas, les habitudes du village et tout ça. Je me souviens, en décembre encore, j'étais en train de faire des problèmes avec un voisin, avant même de me retenir par la suite. Un voisin qui vient du Nozo, lui, pour lui, c'est normal de mettre la musique dans l'immeuble et hausser le truc. Il dit, est-ce que je suis venu chez vous? Comprenez? Il ne comprend pas que le bruit là, il vit seul avec sa copine. À côté, il y a une famille qui vit. On a des enfants qui partent à l'école et tout ça. Est-ce que c'est une spécificité de ceux qui sortent en fait, quand je Non, c'est que ça vient accroître. Ça vient accroître. Ça vient accroître. Parce que c'est lui qui est à Yaoundé depuis très longtemps. Mais quand il arrive au début, il ne le sait pas. Mais quand il commence à mettre la musique, après on dit non, on ne fait pas ça, voilà. Peut-être on lui donne une convocation, il arrive, on lui dit à la gendarmerie ou au commissariat, non, on ne fait pas ça. Si vous faites encore ça, voilà, ça fait qu'il se calme. Mais on se retrouve dans une période où, comme les gens sont venus plus que d'habitude, la fréquence a augmenté. Et même le niveau de compréhension, parce que généralement c'est difficile de voir quelqu'un qui part directement d'un fond de village pour Yaoundé. La plupart du temps, le rapprochement est progressif. Oui. On va quitter là, on vient d'abord, on va à Bambili, après on vient habiter à Bamenda, après Bamenda on est à Bafoussam, après on se retrouve à Yaoundé. Ça fait qu'on apprend au fur et à mesure qu'on avance. Mais là on est dans un contexte où beaucoup de gens partent directement des villages pour les villes. D'accord, c'est compris. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne. On ne pouvait pas forcément faire le tour de la question. Et on a dit ce qu'on pouvait sur la crise anglophone. Chère madame, chers messieurs, alors nous allons aborder le deuxième sujet de cette édition de ZAPRES qui porte sur l'exploitation sexuelle de la jeune fille. Le 23 juin dernier, le gouvernement camerounais a dénoncé par la voix de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille l'exploitation sexuelle des enfants, des adolescentes et des adolescents et la publication de leurs images sur les réseaux sociaux. Avant que nous n'entrions dans le fond du sujet, je vous propose peut-être d'écouter un extrait de ce point de presse que donnait la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'était le 23 juin dernier, ici même à Yaoundé. Il fallait mettre le volume là-bas fort, parce que là-bas, il va monter le générique, je pense, sur le générique. Voilà, il fallait mettre ça fort. Le cas adolescent est celui d'une jeune fille de 18 ans, abusée par des bourreaux, filmée en plein débat sexuel, dont les images et la vidéo ont été balancées par les réseaux. Ce triste événement s'est déroulé le mercredi 16 juin 2021, jour pourtant dédié à la célébration de l'enfant africain. Quel message voulait-il passer? Ces actes qui ôtent la dignité à nos enfants sont de plus en plus fréquents et font l'objet de commentaires d'une violence inqualifiable, livrant les victimes à une sorte de vindicte populaire. Ils sont commis au sein des familles, des établissements scolaires, des domiciles privés, des lieux d'hébergement, des milieux professionnels, des bars danseurs et cabarets et d'autres lieux ouverts. C'était Marie-Thérèse Abenandoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'était un extrait de son propos liminaire à l'occasion du point presse qu'elle donnait le 23 juin dernier relatif
à ce que le gouvernement qualifie d'exploitation sexuelle des jeunes filles. Lorsqu'on écoute, lorsque le gouvernement dit halte à l'exploitation des enfants et des adolescents, avez-vous l'impression que le cas dit Malika, cette jeune fille dont la visite a fait le tour de la toile, c'est cette goutte d'eau peut-être qui a fait déborder le vase, parce que cette exploitation sexuelle, dit-on, ce n'est pas un sujet d'actualité au Cameroun. Mais c'est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, peut-être qui attire l'attention, qui a poussé le gouvernement à faire cette sortie. Peut-être pour recadrer les choses. Bon, disons quand même que c'est quand même plus ou moins une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais en réalité, pour moi, je ne vois pas le problème dans ce sens. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement où on a vite fait de normaliser certaines déviances. En fait, ce serait un peu même déplacé de ma part de parler de déviance parce que, en réalité, ce ne sont plus des déviances. En fait, lorsque vous observez ce qui se passe dans notre société, ce ne sont plus des déviances. Moi, je me dis plutôt que nous sommes là dans le management spectacle. Hein. Ça veut dire que à partir du moment où... Comment management spectacle? Management spectacle, parce qu'en fait, il y a une bonne dose de populisme là. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez flairé un coup comme celui-là, ça veut dire que où vous pouvez, par exemple, amener les gens à comprendre que vous occupez, vous préoccupez de leur sort. Pour moi, c'est du spectacle pur parce que c'est une conséquence. On ne peut pas parler des conséquences sans toutefois mettre le doigt sur la cause. Comment puisqu'on va évoquer justement comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'une petite fille de 18 ans se retrouve dans cette situation? Première des choses. Parce qu'en réalité, vous allez me dire, oui, c'est pas bien, il faut pas faire ce genre de choses. C'est normal. Toute personne équilibrée condamnerait cet acte. Vous comprenez? Mais moi, j'ai dit, le problème est ailleurs. Est-ce que, tel que les choses fonctionnent dans notre société, au niveau micro-social, au niveau méso-social, au niveau macro-social, je veux dire au niveau de la famille, au niveau de l'État, je veux dire quoi, des églises, des écoles, au niveau même de l'État, est-ce qu'on prend la peine de mettre l'accent sur, par exemple, ce que je pourrais appeler la pérennisation des valeurs? Les valeurs constituent carrément le parent pauvre dans les interactions humaines, dans notre contexte. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une défaite, la défaite des valeurs. Gabriel Marcel parlait de la voix qui a pris le pas. Et qui devait inculquer ces valeurs-là? Justement, les agents sociaux. Et ces agents sociaux, justement, sont les mêmes agents sociaux qui en sont à donner des leçons, à montrer qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord, il ne fallait pas que ce soit ceci, il ne fallait pas que ce soit cela. Pour moi, c'est de la pyromanie simple. Ça dit qu'ils jouent carrément aux pompiers pyromanes. Parce que là où les choses devraient commencer, c'est où vous ne pouvez pas fabriquer un singe et revenir dire que vous avez besoin d'un ange. Vous ne pouvez pas fabriquer un monstre et revenir dire que vous avez besoin d'un ange. Ce n'est pas possible. Les conditions de socialisation participent de la maturation de la personnalité de tout individu. Les psychologues ont l'habitude d'appeler l'humain le sujet. En fait, c'est ce que Boudon appelle l'agent. Ça veut dire que l'agent, c'est justement celui qui est carrément au service de la structure, au service de ce qui se pense autour de lui, au service de ce qui se consomme autour de lui en termes de valeur, en termes d'habitude, en termes de vécu. Parce que figurez-vous, on aura l'habitude toujours de faire ce qu'on voit, de faire ce qu'on entend, de faire ce qu'on voit faire. Donc, si on se retrouve dans cet environnement, ça veut dire que le problème n'est pas là où on a mis le doigt. Le problème est ailleurs. C'est Montesquieu qui rappelait que la microstructure a l'image de la macrostructure. Qui nous dit que ceux qui condamnent aujourd'hui ne sont pas véritablement ces personnes qui ont fabriqué le personnage, qui ont fabriqué tout ce que nous vivons actuellement? D'accord. Cyril Roland Besson, je voudrais qu'on fasse un peu une autopsie de cette situation aujourd'hui. Pas le cas Malika, mais peut-être que de manière globale, la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier cette recrudescence de ces fléaux? On parle de temps de plus en plus de partout, dans les établissements scolaires, dans les hôtels également. On parle de tourisme sexuel, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout cela, tous ces problèmes? Alors, il y a plusieurs niveaux. Si nous parlons du milieu des adolescents et des récentes
informations, images qui ont circulé, ceci est lié aussi à la circulation des stupéfiants qui est devenu très très fréquent, différents modes de différentes drogues, différents types, de plus en plus, vraiment plus qu'avant. Ça, c'est des raisons, une cause vraiment secondaire. Mais il y a Et la des consommation causes... de la drogue même en elle-même est aussi une conséquence de quelque chose. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était secondaire. Donc, j'ai commencé par le bout pour aller vers la racine. Mais avant ces causes secondaires, il y a des problèmes structurels. Des problèmes structurels qui sont d'abord liés au niveau de protection, n'est-ce pas, et de sanction, je veux dire, des écarts de comportement relativement aux mœurs. On est dans une société, chez nous en Afrique, et particulièrement au Cameroun, où nos cultures valorisent le pouvoir pervers de l'homme ou du sexe masculin, n'est-ce pas, sur la jeune fille. C'est pour ça qu'on a une situation où, même des situations de viol, des situations assez graves, on réussit à dire que c'est parce que la fille était d'abord amenée jupe, parce que la robe là d'abord était transparente. C'est une culture qui voudrait faire croire, ou alors qui a été faite de telle sorte que la femme est responsable de ses problèmes parce qu'elle a cherché. Et donc, on déresponsabilise ainsi celui-là qui est le bourreau dans des situations de violence sexuelle, de tout ordre, que ce soit violence verbale, violence physique, tout genre de violence en relation avec le sexe. Donc, il y a un problème culturel qui est fort. Il y a aussi maintenant un problème de la protection de l'État du Cameroun. Parce que lorsque vous avez fait passer cette vidéo que j'avais d'ailleurs suivie, j'ai même lu la sortie du ministre, mais j'étais un peu embarrassée parce que j'ai eu le sentiment que c'était une déclaration comme moi j'aurais pu faire en tant que leader de la société civile. Parce que dans mon pouvoir de watchdog, dans mon rôle de veille citoyenne, vous dénoncez. Pourtant, la ministre, les décideurs publics, ce sont ceux-là qui doivent agir véritablement pour protéger la jeune fille. Vous ne pouvez pas faire une sortie de ce genre pour dire que vous dénoncez, n'est-ce pas? Vous devez dénoncer et nous dire ce que vous avez fait par rapport à ce cas précis parce que c'est votre rôle. C'est-à-dire qu'il y a un problème au Cameroun où on parvient à fuir ses responsabilités ou à complètement au point où on se demande mais on est où là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me serais attendu à ce que la ministre nous dise qu'elle a saisi le procureur de la République de Yaoundé, centre administratif, pour que, de Douala, pardon, Bonanjo, pour que des mesures, n'est-ce pas, pour qu'une action directe soit menée. J'ai même été en plus embêtée lorsqu'elle a donné l'âge. Je me suis dit, mais c'est le même cas qu'on nous sommes en train de documenter où la ministre n'a pas été en mesure d'appeler les services de sécurité à Douala pour leur dire, donnez-moi les dernières informations sur cette affaire pour que je puisse avoir une sortie qui a tout son sens. Parce que, selon nos informations qui sont en train de se confirmer, ce n'est pas cet âge-là qu'a cette jeune fille. Elle est plus âgée que l'âge donné ou bien? Donc, ça nous a inquiétés. C'est tout simplement pour dire que je ne veux pas revenir là-dessus, mais je dis, je pense qu'une autorité publique de cette taille, en la personne du ministre, si vraiment, de protection de la femme, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à une sortie plus forte, à une sortie plus protectrice, n'est-ce pas, des droits de la jeune fille. Mais malheureusement, on se retrouve à une sorte de dénonciation parce que tout ce qu'elle a cité, je dis encore et je rappelle, il revient encore à l'État du Cameroun, une fois de plus, de mettre en place des mesures, des mécanismes pour empêcher ou pour limiter tous les états qu'elle a cités. Donc, il y a un problème structurel. Et je dois dire, sur ce propos, sur cet aspect concernant le gouvernement, le Cameroun, par exemple, on a un État qui joue quand même un peu avec les droits des femmes parce que le Cameroun a ratifié, par exemple, le protocole de Maputo qui donne un ensemble, n'est-ce pas, de prérogatives et de droits qui encadrent à peu près la protection de la femme et des jeunes filles. Mais c'est encore le même État du Cameroun qui n'a pas internalisé ce protocole. C'est ce même État du Cameroun qui a encore le code civil de Napoléon, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, garde encore des dispositions qu'on comprend très mal et qu'on a même de la peine à répéter.
mais qui ont leur place parce que c'est effectivement ce que les femmes vivent. Les questions de viol, les questions de harcèlement, mais c'est partout et c'est tous les jours, n'est-ce pas? Combien de procès pouvons-nous comptabiliser le nombre d'hommes qui ont été sanctionnés, n'est-ce pas, pour harcèlement sexuel au Cameroun? Pouvons-nous avoir les chiffres des personnes qui ont été condamnées pour viol, n'est-ce pas, au Cameroun? Moi, j'ai un cas que je suis depuis 2016 ou 2017, bébé Annie, vous avez couvert de nos articles là-dessus, mais je vous assure, un enfant, un bébé qui a été violé, mais nous continuons d'être au procès 3 ans après. Vous imaginez ça? Ça veut dire que quelle est même déjà la vision politique? Comment est-ce que l'État du Cameroun, n'est-ce pas, donne le message fort dans la protection des jeunes filles? Voilà une enfant qui, du jour au lendemain, a été arrachée complètement. Toute sa sexualité a été arrachée, n'est-ce pas? On a dû se mobiliser, tempester comme on pouvait, mais on continue d'être dans un procès qui est en train de s'embourber de long en large. Donc, si on n'était même pas impliqué, je crains que la famille aurait déjà abandonné depuis fort longtemps. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une autre chose qu'on doit dire, bon, qu'ils aiment bien évoquer, mais pour moi, c'est aussi secondaire. L'impact de la façon dont les jeunes sont exposés à l'information sur la sexualité. Je pense aussi qu'on a, et peut-être ça rejoint ce qu'a dit mon prédécesseur sur les programmes. Je l'avais déjà dit la dernière fois lorsqu'on avait fait cette vidéo sur les jeunes filles de Kribi. Comment est-ce la TNT, par exemple, c'est où? Vous vous souvenez où on a laissé ça? Mais c'est un problème parce que nos enfants sont exposés à un flot d'informations dans tous les pays. Ce sont des choses qui sont contrôlées. On connaît à peu près quelle est la culture, qu'est-ce qu'on veut impulser, alors même dans les programmes de télévision, même dans le flot, le boulevard d'informations qui est disponible, il y a quelque chose qui guide. Il y a une certaine idéologie, une certaine culture qui accompagne. Je vous propose, peut-être que vous allez revenir sur ce point, mais je voudrais aussi qu'on entende Stone sur l'état d'esprit de cette, prenons le cas de Malika, puisque là, ça semble être le prétexte, le cas le plus récent. Et dans quel état d'esprit est-ce qu'elle peut se trouver aujourd'hui, voir ces vidéos partagées des milliers de fois sur sa nudité, j'allais dire, partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux? Quand elle regarde cette vidéo-là, à quoi est-ce qu'elle peut être exposée aujourd'hui elle-même? Déjà, c'est une question à laquelle répondre, c'est très difficile. Répondre de manière exclusive, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la sexualité, en fait, c'est le phénomène le plus complexe chez l'homme. Le plus complexe chez l'homme. On a tous, parce que vous allez voir, tous ceux qui réagissent sur Facebook, que ce soit du côté de l'un ou du côté de l'autre, si on fouille le téléphone de tout un chacun, on trouvera une image. On voit des tas de trucs. Parce que c'est humain à la base. Donc pour moi, et du point de vue même d'une lecture psychologique, le problème n'est pas de se filmer. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand on parle des déviances sexuelles, dans les déviances sexuelles, il y a le voyeurisme, le fauteurisme, le fétichisme, l'exhibitionnisme. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, on voit de temps en temps une jeune fille qui va aller poser un seau d'eau au milieu du marché, se mettre à se laver. Les gens vont dire les sectes, on fait ci, on fait ça et tout et tout. Franchement, ça n'a rien à voir avec les sectes. C'est seulement de l'exhibitionnisme. C'est une forme d'expression de la sexualité. Une fille comme celle-là, elle va faire le rapport sexuel 100 fois, elle ne va pas avoir de l'orgasme, elle ne va pas éprouver du plaisir. Elle éprouve du plaisir quand on la voit nue. On a vu en 2016 ici une jeune fille d'environ 18 ans qui était quasiment en train de se masturber dans un bus sur la ligne de Douala. Les gens vont dire c'est la secte, c'est ceci. Franchement, il faut qu'on apprenne à voir les choses différemment. Au-delà de l'aspect spirituel, ça peut s'expliquer normalement. Ça s'explique scientifiquement. On retrouve ces cas ici au Cameroun, en Asie, en France, aux États-Unis, partout. Dans le voyeurisme, si le monsieur éprouve du plaisir à observer l'autre à son insu, contre son avis. Parce que si vous donnez votre avis, il arrête. S'il est en train d'observer la femme et que la femme lui dit non, viens, on va faire l'amour, il fuit. Ça va être contre son avis. La même chose avec le fauteurisme. Pour les fauteurs, il va passer toute sa journée à prendre le bus de Yaoundé pour soi,
aller-retour parce qu'il doit se frotter sur les gens. C'est ça qui lui procure de l'orgasme. Ça fait que si la fille lui dit non, allons-y, allons trouver un espace et tout ça pour faire l'amour, il va fuir. Parce que c'est pas ça qui l'excite. Donc, beaucoup de gens se filment parce que ça leur procure plus de plaisir à regarder qu'à faire. Tout à fait. Alors, oui, vous voulez peut-être parce que je vais prendre Abel Fou si j'ai aussi une question. D'accord, oui, pour dire que en fait, je ne peux pas répondre directement concernant Malika parce que je ne sais pas dans quel registre elle se situe. D'accord. Est-ce qu'elle est autorisée? Est-ce qu'elle aussi, elle savait qu'on la filmait? C'est la première des choses. Si elle savait qu'on la filmait, ça veut dire, quelque part, soit c'est par sa position de faiblesse qu'elle a accepté, soit aussi ça peut être par plaisir. Mais sauf qu'elle n'avait pas envisagé, peut-être qu'elle n'avait pas prévu que ça se mette sur la place publique. Et aussi, troisièmement, il faut voir, si c'est sur la place publique, ça peut faire du mal à tout le monde, sauf à elle aussi. La vérité, ça, c'est une possibilité. D'accord. Abel Fou, est-ce que, je voudrais comprendre un peu deux cas, parmi tant d'autres dénoncés par le gouvernement. Il y a ces scènes de partous devenues très fréquentes dans les établissements scolaires et pas uniquement. Il y a aussi l'exploitation de l'adolescence, soit à des fins commerciales ou pornographiques. Est-ce que pour ces deux cas, le plus souvent, l'enrôlement de ces jeunes filles n'est pas souvent consentant? C'est-à-dire que la jeune fille accepte qu'on aille pour une scène peut-être de partouze. C'est-à-dire que quand je parle de partouze ici, je parle des relations sexuelles en groupe. On le voit dans les établissements scolaires, on l'a dénoncé dans les établissements scolaires des Kounou, un peu partout ici à Yaoundé. Est-ce que c'est pas consentant? Oui et non. Difficile. Oui et non. Oui et non, parce que déjà avant de répondre à votre question, je voudrais que nous arrêtions sur quelque chose qui me paraît fondamental. Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de, on va dire, éviter le point, quoi, le point culminant. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la contagion sociale, l'imitation sociale. L'imitation sociale, c'est la transformation d'un comportement individuel en un comportement social. La transformation d'un comportement individuel en un comportement social. Tandis que la contagion, c'est le fait que j'ai vu l'autre faire, et puis ça devient une honte. Nous nous retrouvons carrément dans cette situation-là. Maintenant, je parle de transformation de comportement individuel dans un comportement social parce que figurez-vous que, quel que soit le génie que vous dégagez, personne ne peut se prévaloir d'une, comment je vais appeler ça, d'une faculté qui lui aura permis de s'éduquer, de s'auto-éduquer. L'enfant ne s'éduque pas. La personne ne s'éduque pas. L'enfant est éduqué. La personne est éduquée. Mais maintenant, par qui? Donc, si nous sommes arrivés à un niveau où on assiste à une normalisation, à une banalisation, à une relativisation de ces pratiques qui fondamentalement sont déviantes, c'est parce que les tendances culturelles s'y prêtent. Madame Béchon va m'excuser de m'inscrire en faux par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Parfois, elle parlait de culture. J'ai eu un peu la chair de poule parce que notre culture n'est pas celle-là. Tendance culturelle, oui. Mais culture, je suis un peu sceptique. Et je voudrais dire que, en principe, les tendances culturelles sont fabriquées à partir d'où? À partir de nos agents de socialisation. Et vous savez très bien qu'en contexte moderne, le principal agent de socialisation, ce sont les médias. Médias classiques comme nouveaux. Quand nous disons classiques ici, nous convoquons tout ce que vous connaissez, télévision, radio et tout le reste. Nouveaux médias et ce que vous connaissez, nouvelles technologies de l'information, de la communication et tout le démembrement. Donc, vous allez donc vous rendre compte que nos enfants sont très proches de ces choses-là, se nourrissent à partir de ces choses-là, sont carrément des étrangers chez nous. Je les appelle souvent des voleurs endogènes. Ça veut dire des gens qui en réalité sont ici de corps, mais d'esprit ne sont pas d'ici. Or, vous savez très bien qu'ils subissent, est-ce que ces enfants-là ne subissent pas ce que Mme Bisson appelait la culture des autres? Justement, c'est ce que ces télénovelas qui ne sont pas des productions camerounaises, c'est là où je veux ces dessins animés, par exemple, ces dessins animés qui véhiculent des scènes d'homosexualité, disons-le, qui ne sont pas en réalité des productions locales. Mais justement, c'est pour cela que je parlais des tendances culturelles et non des cultures. Vous comprenez? Oui. Parce que ces enfants-là consomment ces choses-là. Ils ne se fabriquent pas, ils ne s'éduquent pas, ils ne se socialisent pas. Ils consomment ce qu'ils voient consommer. Ils font ce qu'ils voient faire. Mais maintenant, les partous et tout le reste, il se trouve qu'il y a des modèles en la matière. Il se trouve que si ce sont des choses qui en réalité sont banalisées au niveau de ceux qui se présentent comme étant des modèles,
Mais il va de soi que on assistera à une scène d'imitation sociale. Ça veut dire qu'on transforme un comportement individuel en un comportement social. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce que les sociologues appellent la majorité sociologique. Ça veut dire qu'il y a une clique de personnes qui, en réalité, a la particularité de porter une influence significative sur les comportements des autres, qui constitue une sorte de minorité sociologique, mais qui consomment carrément à l'aveuglette tout ce qu'ils font. Parmi ces personnes-là, on va trouver les gouvernants, les hommes des médias, les stars, ainsi de suite. Et quelqu'un vous dira, non, moi je fais comme Kim Kardashian, je m'identifie à Kim Kardashian, je m'identifie à tel footballeur, je m'identifie, et vous allez vous rendre compte que, et c'est là où mon nom arrive, vous allez vous rendre compte que ces enfants-là, je l'ai dit, ne s'éduquent pas, ne s'auto-éduquent pas. Ils sont éduqués. Ça fait qu'ils sont à la limite, et j'emprunte le thème à Madame Deschamps, structurés. Ça veut dire qu'ils ne font pas les choses fondamentalement parce qu'ils veulent, mais ils ont l'impression qu'ils le font parce qu'ils veulent. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous retrouvons dans un environnement où l'enfant va vous dire, écoutez, si monsieur est là, nous avait invité ici et avait dressé un menu en nous disant, ok, choisissez ce que vous voulez. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas choisir ce que nous ne connaissons pas. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'on prend la peine de publiciser, de mettre au devant de la scène ce qu'on veut et l'enfant consomme. Vous avez parlé tout à l'heure des dessins animés. Lorsqu'on rentre sans publicité, vous allez voir certaines chaînes où on vous montre un enfant, j'ai souvent vu ça, dit que les gens jouent un truc comme ça sans publicité, où vous allez voir un enfant qui vit quelque part, son père est un garçon, sa mère est un garçon. Donc quand un petit enfant consomme ça, quand il sera un peu plus grand, quand vous allez lui dire, oh, je ne veux pas te voir ici, il va te répondre quoi? Mais papa, mais écoute, il faut essayer de relativiser. Hein? Relativiser, il a l'impression que c'est lui qui parle. Pourtant, on l'a fabriqué. Et c'est justement dans ce contexte-là que nous nous retrouvons. Les partous et tout le reste, c'est le résultat, c'est symptomatique d'une société qui, justement, a publicisé ses partous, a normalisé les déviances négatives, parce qu'il y en a des positives. Quand nous réussissons un examen, c'est une déviance positive. Donc, en réalité, nous sommes dans un environnement où la légèreté au niveau des sanctions a du mal. Par exemple, à s'absenter de nos manières de faire. Et je vais sortir par là. Mais vous allez vous rendre compte, Jean-Charles, que le Cameroun, carrément, est un espace fondamentalement anomique. C'est-à-dire anomique, et c'est justement là pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Anomique parce que nous sommes arrivés à un moment, à un niveau où nous ne savons plus exactement faire la différence entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Voyez-vous, il y a des enfants, moi j'ai suivi des enfants dire comment il faut en réalité qu'on les voit sur les réseaux sociaux. Parce qu'en les voyant, elles deviendront célèbres et le problème n'est plus au niveau de ce qu'on voit. Parce que la nudité et tout ça, on a fini par banaliser et les sanctions ne suivent pas. Madame Deschamps disait tout à l'heure que si par exemple, lors du point de presse, on avait pris, je vais dire quoi, l'autorité avait pris sur elle, par exemple, de dire que nous avons fait telle chose pour sanctionner, d'autres personnes ne le feront plus. Et vous allez vous rendre compte, monsieur est là, que si oui, justement, je suis tout en estimant que mes jambes seront encore sur place. Donc, je disais que si nous nous retrouvons ici et on dit si X parle mal, on l'amène en prison. Demain, Y ne parlera plus comme X. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre sur pied un système de sanctions pour pouvoir réguler certains comportements. Et je pense que c'est ce qui nous manque jusqu'à présent. Madame Deschamps, vous avez, il y a un instant, vous avez refusé cet aspect-là, l'aspect sur le vestimentaire. Je rappelle que le 19 novembre 2013, le gouvernement camerounais lançait une campagne nationale contre les comportements déviants et l'indécence vestimentaire chez la jeune fille. Campagne intitulée « Halte à l'indécence vestimentaire chez les jeunes filles ». Ce jour-là, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Enseignements secondaires, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, le ministre de l'Administration territoriale, à l'époque, le ministère de l'Administration territoriale et de décentralisation, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, expliquaient que cette campagne vise à ne plus exposer les jeunes filles, à ne plus exposer leur nudité, si on peut le dire, et éviter à ce qu'elles fassent, quel que soit l'objet peut-être de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un aspect, si peut-être que cette campagne-là avait pris effet de 2013 jusqu'à aujourd'hui, peut-être que nous n'en serons peut-être plus en train de parler. Est-ce qu'à un moment quand même... Vous pouvez nous dire quels sont les résultats de cette campagne? En fait, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que quand même, en nous appuyant peut-être sur cette campagne-là, est-ce que ça ne montre pas que les jeunes filles
ont quand même une part de responsabilité dans... Non, même, non, si, non. même si on sera d'accord avec Non. Abel, il faut peut-être qu'elles subissent aussi Non. l'influence Non. culturelle sur l'aspect vestimentaire qui se viendrait d'ailleurs. Non, vous savez, et à l'époque, vous savez que j'avais fait une sortie pour m'inscrire en foot. Contre cette par rapport campagne. Oui, contre cette campagne. J'étais même d'ailleurs ici le 8 mars après pour dire que ça, c'était les histoires d'Abbé Debout. Et je continue de le dire et de le penser. Deux ou trois choses. Première chose, c'est pas le travail du gouvernement. Il faut que notre gouvernement dénoncer qu'ils l'indécence vestimentaire. fassent leur travail. Leur travail, c'est de protéger les jeunes filles. Et protéger les jeunes filles, là, veut dire qu'une fille a mis sa mini-jupe, quelqu'un a touché sa mini-jupe, il cherche la personne qui a touché la mini-jupe et il punit la personne. Est-ce que le travail n'est pas aussi de demander aux jeunes filles de ne pas porter la mini-jupe? Laissez-moi finir. La mini-jupe vous a fait quoi? Non, la mini-jupe. Mais la femme, la jeune fille, c'est une personne qui doit être belle, qui doit se sentir désirée, qui doit se sentir sensuelle, qui doit se sentir... Mais vous ne pouvez pas enlever ça à la jeune fille. C'est pas possible. Vous voyez? Maintenant, ce qui se passe, parce que lorsque vous le faites, vous légitimez, donc c'est ce que je disais tantôt, cette culture qui tente à faire croire, bon, c'est pas ces tendances culturelles, parce que je n'ai pas bien compris l'explication de mon prédécesseur, qui tente à faire croire que c'est la fille le problème. C'est pas la fille le problème. Moi, j'ai mis ma robe, je suis sortie, je n'ai provoqué personne. C'est celui qui touche ma fesse ou mon bras sans mon autorisation ou qui m'insulte quand je passe, qui est un problème. Vous ne pouvez pas peut-être déplacer... celui qui touche est victime de la violence psychologique. Vous ne pouvez pas déplacer le problème, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous permettre de croire que... Je vais vous dire, et celui qui touche une petite fille, un enfant de 15 ans, c'est toujours la petite jupe. Non, mais c'est pas ça le problème. Hein? Ou celui qui se met à harceler une femme, il a dit non, il continue à harceler. C'est la mini-jupe, mais c'est pas ça le problème. Vous déplacez le problème. Vous faites croire que ce sont les filles le problème. Les filles, elles n'ont rien fait de mauvais. J'ai demandé si elles n'avaient pas quand même une part de responsabilité. Elles n'ont rien fait du tout, n'est-ce pas? C'est normal qu'une femme se fasse belle, qu'elle se sente à l'aise dans sa robe. Vous savez, cette affaire-là, ce n'est qu'ici au Cameroun là qu'on entend les histoires du genre, tu as mis ta mini-jupe, tu passes, on te regarde comme un extraterrestre et on commence à t'insulter. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête d'inverser les problèmes. Vous êtes libre de vous habiller, de vous sentir bien, selon comment on vous a éduqué. Je suis d'accord avec vous. Personnellement, j'estime qu'il y a beaucoup d'influence de la mode, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'influence externe, d'accord, qui vient justement de ce qu'on vient de citer, de la télévision, de tout et tout et tout. Mais je dis encore une fois de plus, n'inversons pas les problèmes. C'est pas parce que une fille a mis la jupe que vous allez harceler la fille et estimer que c'était elle le problème. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Vous savez, c'est ça le problème. On voit des gens qui disent que quand elle montait à voir son caleçon, elle croyait quoi? C'est le mien qui attire les abeilles. Non, ce n'est pas ça. Il faut une société qui est éduquée, une société qui respecte la jeune fille, qui respecte les femmes. Et il faut commencer par le faire en respectant son choix vestimentaire. Une fille a décidé de mettre sa culotte, c'est sa culotte. Et que l'homme qui touche à sa culotte sans autorisation, qu'il soit puni et frappé. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, c'est compris. Stone, vous voulez peut-être réagir? Oui, pour parler de l'habillement, en fait, on parle des choses, on oublie une. Laquelle? On parle plus de culture, alors que la culture n'existe pas sans nature. L'habillement ne fait pas partie de la nature humaine. C'est à un moment donné que certaines personnes se sont dit non, il faut qu'on commence à se couvrir. Et déjà au départ, ce n'était même pas pour couvrir les parties intimes. C'était pour se protéger contre le froid. Et après, on a commencé à donner de la valeur à une certaine partie du corps. Et après, ça a pris de l'ampleur. Naturellement, nous sommes des primates. Et quand on regarde des primates voisins, ils ne s'habillent pas. Ce n'est pas autant parce qu'ils ne s'habillent pas qu'il y a du viol. Que n'importe quoi va se passer. Que n'importe quoi se passe. Donc, c'est culturellement parlant qu'on a adopté le mot s'habiller, se vêtir. Mais maintenant, on dit l'habitude est une seconde nature. On a commencé à s'habiller depuis très longtemps.
On arrive maintenant au moment où la culture tend à devenir nature. Donc, on doit s'habiller normalement. Ça fait que des gens qui sont nés, quand on s'habillait déjà, commencent à voir s'habiller comme normal. Et ça fait que les hommes, généralement, sur le plan psychophysiologique, leur fonctionnement sexuel est régi par la production de la testostérone. Ça fait que quand je vois et qu'elle est suffisamment sexy, entre guillemets, ça fait qu'en moins de quelques secondes, le taux de testostérone peut augmenter dans mon organisme. Mais ailleurs, il garde ça pour lui. Il sait qu'il ne peut pas traverser la ligne. C'est pour cela que je parle de culture. Je suis parti ailleurs, de la nature à la culture. Il sait qu'il ne peut pas traverser la ligne rouge. Mais ici, malheureusement... Vous comprenez, c'est que je parle de culture. Ouais. On est parti, chaque groupe de population a ses normes. Tout à l'heure, le collègue parlait disait que le Cameroun était une société anomique, qui n'a presque pas de normes connues et respectables. Et respectées. Et la norme ici, c'est quoi? Parce que vous allez voir, je suis par exemple de l'Ouest. Et à l'Ouest, une femme ne doit pas, quand une femme s'habille, on ne doit pas voir au-dessus de ses genoux. À l'Ouest? Non, je dis... C'est dans vos têtes. Non, s'il vous plaît, c'est dans vos têtes, non? Bien, non, à l'Ouest, on ne voit pas les filles avec les mini. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'à l'Ouest, les filles ne s'habillent pas et on voit au-dessus du genou, de leur genou. Je dis la norme. Je dis la norme. La norme. Ça veut dire, j'ai dit tout à l'heure, jusqu'aux années 80-90, on ne voyait pas les mini. Ce qui pose plus de problème actuellement, c'est parce que nous sommes ici. On ne voyait pas les mini, vous dites? Je vous le dis. Moi, j'ai des photos de mes Peut-être ce qu'ils voulaient dire aussi. Des jupes et des culottes qui sont juste en bas des... S'il vous plaît. Oui. Ce que vous êtes en train de dire, le collègue parlait déjà tout à l'heure du modèle. Les modèles sont généralement des personnes uniques. Vous allez voir, à un moment donné, Petit Pays s'était coiffé d'une certaine manière, et 2 semaines après, c'est tout le monde qui se coiffe comme ça. Et quand vous parlez des mini jeans et tout le reste, on a vu ça avec la période de Banga. C'est lui qui vient avec ça après tout le monde. C'est vous qui dites qu'avant 90, c'est pas ce que vous avez dit. J'ai dit dans les années 80, avant les années 80-90. Oui. J'ai dit bien avant les années 80-90. Donc ça veut dire que même l'autre, même la période de Banga n'était pas encore là. Oui. On ne voyait presque pas ça. Et quand on dit qu'on ne voit pas, on parle en sciences en termes de statistiques. Ça veut dire si une personne porte ça sur 100, c'est négligeable. Donc ça fait que maintenant, on est dans un contexte où les gens sont nés dans une période où on doit se protéger des parties intimes. Et ils ont intégré ces valeurs-là. Et on arrive, l'espérance de vie humaine, c'est de 50 à 100 ans environ, voire plus. Ça fait que après, on est de 80 à 2020, des tas de choses ont changé. Plus que de Jésus à 1950. Donc, en 40 ans, les choses ont évolué plus que 2000 ans. Moi, je ne vous sais pas. Vous dites quoi? Vous dites que l'homme a le droit de toucher à une fille parce qu'elle n'a pas reçu la norme. Parce qu'elle n'a pas reçu la norme. Voilà, vous avez dit quoi? Le psychologue que je suis ne juge pas. Nous, on explique ce qui se passe. On ne juge pas. Vous expliquez quoi? Parce que moi, je n'ai pas compris. C'est pour dire que physiologiquement parlant, quand un homme voit une femme habillée d'une certaine manière, ça active des choses à lui. Mais maintenant, il n'a qu'à garder ce que ça active en lui pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que ça active en lui doit être gardé pour lui. Mais maintenant, si vous êtes face à quelqu'un, si vous êtes face à un psychopathe, vous faites comment? Le psychopathe, c'est celui-là qui est avide de pouvoir. Et c'est quelqu'un qui est suffisamment mesquin. Si vous êtes face à un narcissique, si vous êtes face à un machiavéliste, vous faites quoi? Si vous êtes un malade mental, vous faites quoi? On est face à ces personnes de plus en plus parce qu'on a une société qui tolère justement ce genre d'attitude en s'inspirant sur ce que vous expliquez. Non. Vous voyez? Parce qu'on est face à une société qui tolère justement les déviances, qui accepte et qui essaie, et qui a des experts comme vous qui essayent d'expliquer que quand un homme voit une petite fille
n'est-ce pas? Et puis c'est normal que Non, voilà, c'est il vous y ait qui utilisez le des mot normal, sentiments, je n'utilise pas le mot normal. c'est pas quel mot vous Je avez dit dis, là. voilà, c'est ce C'est qui se pas- passe. Je ça n'a vous pas de- explique ce qui se passe. D'accord. Et ce que je dis, c'est ça qui se passe ce chez que- vous ce que- lorsque vous voyez ce que un je homme veux- Peut-être qu'il voudrait vous Je veux expliquer ce que- qui se passe dans la tête de l'homme. Non, quand non, vous- non, je sais ce qui se passe dans la tête de l'homme et je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. N'importe quoi peut se passer dans la tête d'un homme. Hein? Mais on doit avoir une société, on doit commencer à dire tous autant que nous sommes. Ce qui se passe dans ta tête là ne te donne pas, n'est-ce pas, en aucun cas, le pouvoir. N'imagine même pas que tu peux toucher, n'est-ce pas, à ce que tu vois, n'est-ce pas, que tu peux insulter, que tu peux harceler, n'est-ce pas, Je une suis s'il fille. vous plaît. Ce n'est pas Une parce personne. qu'une petite fille de 15 ans, ma petite fille de 14 ans, c'est pas parce qu'elle a mis le rouge à lèvres, elle a pris une de mes coiffures là, elle a mis sa mini-robe, elle a pris mes bijoux, elle a mis qu'elle pète ta femme. Vous êtes C'est d'accord, pas de vous êtes ça en train qu'il de s'agit. réagir. Il faut que ça Apporter la cesse. précision, on passe parce que là, on est vers la fin de Elle est en train de l'émission. réagir On risque de comme passer une la journée femme 600. et non comme l'expert qu'on a sur le terrain parce qu'elle est très pertinente. Mais là, elle est en train de réagir comme la femme. Non, mais pas Ce du que tout. je suis en train Pas de- du tout. Est-ce que vous pouvez Pas demander du à tout. un fou, là, actuellement? Est-ce que vous pouvez demander Non, à... ce serait très Vous ne- simpliste vous de ne- le dire. vous ne Je vais pouvez vous dire même pas. une chose, n'est-ce Vous pas? répondez sans Non, avoir- je vais vous expliquer une chose. Quand je parle de société, Jean-Charles, quand vous allez dans, disons, un pays que tout le monde prend comme exemple, la France, par exemple, ou tout autre pays, les Tout à fait. États-Unis ou autre, Brésil. Oui, allez-y. vous ne pouvez pas. Si vous insultez, si 3 fois, 4 fois, elle est en mesure d'aller se plaindre. Et à l'instant, vous interpelle. Vous comparez l'incomparable, Je ne madame. compare pas l'incomparable. Vous C'est une savez question ce de qui s'est passé société. dans la C'est même une France, question de dans la so- première c'est femme. une S'il vous plaît, question- s'il vous plaît. c'est une question S'il vous de plaît, société. s'il vous plaît, s'il vous C'est plaît. une question de société. Cyril, Vous voyez? vraiment. On est dans une société où une femme va se Cyril. plaindre pour viol chez elle, elle n'est même pas écoutée par la police. On vous dit que vous n'êtes pas votre mari. S'il On ne vous parle plaît, pas s'il d'autre vous chose, plaît, c'est s'il la vous même plaît. chose. Vraiment, on passe à autre chose. Abel, je veux peut-être que... On va passer à autre chose. On va parler d'autre chose. On va S'il parler vous plaît, d'autre chose. s'il C'est vous de ça plaît. qu'il s'agit. Non, s'il vous plaît, Abel. Là, vous avez évoqué l'influence de l'environnement. Est-ce que, à quel niveau se trouve aussi? Est-ce qu'il y a aussi l'influence de la pauvreté, peut-être aussi, et l'éducation des parents? À quel niveau, les deux aspects, est-ce que ça tient aussi par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui? Parce qu'on dit que c'est parce qu'on est pauvre qu'on est allé chez telle personne, on a accepté des choses. Est-ce que ça, cette pauvreté, la raison de la pauvreté, elle tient aussi? Oui, disons quand même que plusieurs déterminants entrent en jeu. Hein. Et là, la question que vous me posez nous permet de ne pas nous éloigner des joutes qui se passaient tout à l'heure entre Mme Deschamps et moi, notre président. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on parlait de la culture. La culture, c'est une réponse collective sollicitée, on va dire concoctée par un peuple pour résoudre ces problèmes, négativement ou positivement. Vous n'allez pas me dire que quand les Silaou, par exemple, se passent chez les gens du centre, c'est pas la même chose à l'ouest. Donc ça veut dire que en réalité, je crois que c'est Pascal qui disait vérité en deçà de Pyrénées, ou erreur au-delà. Donc ce qui se passe ici n'est fondamentalement pas ce qui se passe ailleurs. Donc revenant par exemple au vestimentaire, je voudrais dire que en réalité, l'Afrique a sa culture vestimentaire, l'Afrique a sa culture culinaire, l'Afrique a sa culture dans plusieurs domaines. On ne peut pas dire que ce qui tient lieu de culture ailleurs est le modèle qui doit être appliqué ici. Parce que les logiques contextuelles ne sont pas les mêmes. Il faut toujours tenir compte de la socioculture. La jupe, par exemple, elle parlait tout à l'heure. Moi, je vais mettre l'accent sur quelque chose que tout le monde ici connaît, la sémiotique, l'image. Et le psychologue expliquait tout à l'heure, moi, je n'acquiesçais pas pour rien, parce que ça me paraissait suffisamment pertinent. Parce que je vous, il n'aurait pas pu sur vous. Vous comprenez? Donc ça veut dire que à partir du moment... Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Je veux dire qu'à partir du moment où vous n'avez C'est pas mieux de vu... poser les questions, hein, parce Hein? qu'il y a beaucoup de Parce choses que je que- comprends. à partir- C'est mieux de poser des questions de clarification. Parce Qu'est-ce que vous que voulez expliquer? Je veux dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas vu, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas aller Vous vers validez ça, l'hypothèse. ça, c'est C'est ce que je vraiment- disais. vous C'est ce que savez- je disais tout à l'heure. Non, Madame Deschamps non, souffrait non. que on parlait tout à l'heure des Rien. déterminants. On parlait tout à l'heure des déterminants. Voilà le genre de déterminant qui en réalité nous met sur la sellette. Parce qu'on en est à penser que ce qui se passe ailleurs est un modèle qui doit être reproduit ici. Il se trouve qu'ici, il y a une culture. La femme, par La exemple... culture, c'est quoi? Qu'un homme doit avoir été touché? C'est quoi la culture? Madame, par exemple, quoi la culture? dans la Allez-y. logique de la communication sentimentale, telle que je la vois parler, on dirait que
qui fait la cour à la femme. Je vais jeter un pavé dans la main en vous disant que c'est le contraire. C'est la femme qui fait la cour à l'homme. En faisant quoi? Justement, parce que, écoutez, je suis assis quelque part, dos tourné. Madame Béchon, je suis assis quelque part, dos tourné. Je n'ai pas vu le sujet derrière moi. À partir du moment où elle estime, moi je vous dis sur la base des études, hein, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle les récits de vie, ça veut dire que quelqu'un te raconte comment j'ai fait pour avoir cet homme, comment j'ai fait pour qu'on entre en relation. En fait, je l'ai vu, je me suis dit, par conséquent, le déterminant économique est plutôt tributaire du déterminant parce que nous avons, en copiant les autres, à force de copier les autres, nous avons développé et mis sur pied ce qu'on appelle la société cosmétique. Ça veut dire une société appuyée sur les apparences, une société qui valorise les apparences, qui valorise le sensible. Et finalement, les valeurs sont justement en berne et c'est ce qui produit ces genres de choses. Je vous donne la possibilité de réagir puisqu'il est presque 12 heures. Oui, j'ai l'impression que vous avez fait exprès que je ne suis pas tellement que je n'ai pas le temps de Il a bien dit au début de son propos que l'étude sociologique veut dire que on prend la majorité et pas les cas et les exceptions. Il ne peut pas bien ici parler des femmes, des exceptions comme étant une règle parce qu'il parle des femmes. C'est qu'ils font les clans le jeu de la séduction, oui, mais là, si on parle des femmes adultes, moi, je n'ai pas de problème avec ça, vous comprenez? Maintenant, à vous, l'homme, de savoir si vous êtes consentant ou pas, c'est votre affaire, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler d'une situation qui concerne la jeune fille, qui concerne les femmes. Quand le mouvement devient inverse et que c'est sans le consentement, j'ai dit il faut arrêter. Le corps d'une femme, les gens doivent comprendre que le corps de quelqu'un là, c'est sacré. Personne ne doit y toucher s'il n'y a pas un minimum. C'est pas parce qu'une fille a mis la mini-jupe que vous avez le droit de voir ce qu'il y a sous la mini-jupe. Et puis d'ailleurs, quand vous parlez des Bamileke ou de l'Ouest, mais dites-nous aussi que les Bamileke condamnent la perversion sexuelle. Dites que les hommes sont éduqués à respecter les femmes. N'est-ce pas? Ne venez pas ici dire ce qui ne vient pas. On apprend aux jeunes garçons, tu ne dois pas toucher à une fille. N'est-ce pas? On dit, mais maintenant que... Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Il s'agit de dire dans notre société, monsieur Jean-Charles, il faut qu'on arrête. Les femmes, la femme est faite pour être belle, pour séduire, pour être jolie. Quand elle est belle, ça veut dire qu'elle doit s'habiller comme elle se sent à l'aise. Vous n'avez pas le droit. Tous les effets que ça fait dans votre corps, gardez ça pour vous. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Parce que quand vous franchissez la ligne rouge, ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Je m'habille, je suis belle pour moi. N'est-ce pas? Je fais de mon ami ce que je veux. Ça ne vous donne pas. Ça ne vous donne pas. Oui, c'est pour vos yeux. C'est pour vos yeux uniquement. Mais ce qui fait problème, c'est que c'est pour vos yeux uniquement. Qui vous approche, c'est un autre. Vous devez apprendre que vous allez seulement voir et avaler la salive sans parler et sans toucher. Il faut que la société apprenne que c'est comme ça. Vous voyez une belle fille, vous êtes content, vous dites waouh, qui me donne la femme là et c'est tout. Terminé là. Vous avez la salive. Vous devez respecter ces logiques. Vous devez respecter les femmes et arrêter de harceler les jeunes filles. Mais quand vous dites ça, monsieur, parce que peut-être aller dans les bureaux, c'est grave. Les femmes sont mal à l'aise. Les hommes sont pas tout fermés, elles sont harcelées. Parce que tu as mis la mini-jupe, tu vas à la réunion, quelqu'un est sous la table, il te tape le pied. Mais c'est quoi le problème? C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. Les hommes doivent rester avec leurs pensées dans leurs pantalons et rester là-bas avec les femmes. La femme est la mère de l'humanité, elle doit être digne. Les femmes sont dignes. C'est pas parce que je me mets belle. C'est pas parce que je me rends belle. C'est pas parce que je me rends belle que je ne suis pas digne. Vous appelez quoi digne? C'est mettre le cabas tous les jours. Mais il y a point de arrêtez ça. D'accord, laissez-la aussi mettre sa mini-jupe et sa mini-robe. Pas de problème avec ça. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci à vous, Cyril Roland Deschamps. On a compris bien vous défendre que l'homme. Il doit avoir gardé ça pour lui. D'accord, c'est compris. Avec la salive, c'est bon. D'accord, merci à vous. Merci également à Aston qui était avec nous. Merci à Rigobert Dassi qui était à la régie d'antenne. Merci également à Billy Sonia Tedjou qui a assuré la mise en œuvre, la réalisation de cette édition. Merci également à Chirac Iliassou qui est du côté des États-Unis, qui assure également la retransmission du côté de Panorama Paper sur toutes ces plateformes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis à la présentation. J'étais Jean-Charles Guillot et là, très bon week-end, très bon dimanche à tous et à toutes. Surtout, on se retrouve demain quand il sera 6h pour une matinale d'information sur l'RTS.